Merci d'être présent. Je suis ravie de vous voir. C'est une première aujourd'hui. C'est la première conférence table ronde co-pensée, co-créée par l'IEFT, donc l'école des tourismes, et l'IET, l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique, sur ce thème du tourisme durable. Donc je ne vais pas parler trop longtemps, je vais juste présenter Cyril qui va être l'animateur de cette table ronde. Cyril qui est le coordinateur, le responsable national des programmes, notre Nicolas Clercy pour l'IET. Voilà, Cyril, je te laisse la parole. Voilà les joies de ce binôme. Très bien. Merci beaucoup Armelle. Effectivement, comme on vous le disait, aujourd'hui c'est une table ronde qui est co-organisée par l'IET et l'IEFT. Pourquoi ? Parce que cette notion de développement durable et cette notion de tourisme est évidemment intrinsèquement liée. Donc en fait, on a invité trois intervenants aujourd'hui. Donc Rémi Knafou, professeur émérite des universités en géographie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Caroline Mignon, Ecotera Accueil Touristique, Rencontre et Animation Locale en Anjou, Amélie Deloffre, cofondatrice Parlons Climat, coordinatrice et porte-parole de Itinéraire Bis. Donc simplement pour vous les présenter, j'ai utilisé un outil que vous connaissez maintenant très bien, qui est ChatGPT. Et j'ai demandé globalement à ChatGPT qui étaient ces trois personnes qui sont en face de vous. Donc ce que je vous propose, c'est de vous partager les descriptions et à vous de me dire si aujourd'hui ChatGPT est capable de vous présenter et donc est capable à terme de remplacer notre travail, simplement sur ce travail d'organisation. C'est bon pour vous ? Ok, très bien. On va commencer avec Monsieur Knafou. Rémi Knafou est un géographe français reconnu pour ses travaux dans le domaine du tourisme. Il est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches ont largement contribué à l'étude des interactions entre le tourisme, les territoires et les sociétés, avec une approche critique de l'impact des flux touristiques sur l'environnement et la culture locale. Il est également connu pour avoir dirigé le projet collectif MIT, Mobilité Itinéraire Territoire, qui a redéfini la géographie du tourisme en introduisant des concepts innovants sur les mobilités et l'usage des espaces touristiques. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette définition, vous vous retrouvez ? À peu près. À peu près. Caroline Mignon, d'après ChatGPT, vous êtes une figure clé dans le domaine du tourisme durable. Vous avez été élue présidente de l'association Acteurs du tourisme durable en 2021, succédant à Guillaume Cromer après 7 ans à la tête de l'organisation. Avant cela, vous avez dirigé pendant 7 ans l'ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire. Vous avez travaillé sur la promotion d'un tourisme respectueux des territoires et des populations locales. Vous êtes également à l'initiative de la création d'un écolieu, Ecotera, près d'Angers, un espace dédié à l'accueil touristique et à la formation sur les enjeux de la transition écologique. Est-ce que vous vous retrouvez sur cette définition ? Oui, et maintenant j'ai le plaisir de donner des cours aussi à l'Estua à Angers, donc à des gens qui sont M1 et M2, en tourisme durable et en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises. Oui. Amélie Deloffre. Alors, d'après ChatGPT, vous êtes une entrepreneuse française, experte dans le concept de micro-aventure. En 2017, vous avez fondé 2 jours pour vivre, une plateforme promouvant des aventures locales, accessibles et respectueuses de l'environnement, conçue pour reconnecter les gens à la nature lors de courts séjours. Votre parcours a débuté avec une newsletter qui a rapidement gagné en popularité, ce qui vous a conduit à publier chez Gallimard et à fonder l'école de la micro-aventure. Donc un projet éducatif visant à sensibiliser au voyage durable. Vous êtes également une conférencière active, notamment lors du TEDx que vous aviez donné sur la nécessité de repenser le voyage. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez sur cette définition-là ? Oui, tout à fait. Très fort. Donc finalement, ChatGPT a pu, en tout cas par rapport aux traces numériques que vous avez laissées sur Internet, a pu faire une belle présentation, ou en tout cas une présentation à peu près correcte de vos parcours. Très bien. Simplement, donc, ce temps de conférence, ce temps de table ronde, il va être organisé en 3 temps. On va revenir d'abord sur les réalités du tourisme durable. Ensuite, on reviendra sur une notion qui est plus difficile à comprendre, à savoir la réalité sociale, l'impact social, donc cette dimension sociale que peut avoir le tourisme durable. Et ensuite, on reviendra sur cette notion d'imaginaire du tourisme. Parce qu'on parle beaucoup d'imaginaire. Aujourd'hui, quelle conception on peut avoir du tourisme et comment cet imaginaire peut avoir un impact sur l'avenir et la construction du tourisme dans lequel vous allez prendre partie. Alors, avant de commencer en fait ces 3 temps, ma question, Monsieur Knafou, va être aujourd'hui cette notion de tourisme durable. On arrive à peu près à une définition qui est commune. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous partager votre regard un peu plus historique, votre regard un peu plus recherche, qui permet de dire cette notion de tourisme durable, elle existe depuis des années et comment est-ce qu'elle a pu émerger ?
Alors, quelques dates pour quelques jalons pour l'émergence en question. Privilège de l'ancienneté, mais aussi de ma culture universitaire, puisque je suis géographe. Et j'avais commencé en 1971 une thèse de doctorat sur les stations intégrées de sport d'hiver des Alpes françaises. Et donc 1971, c'est déjà une date intéressante parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. C'est la mise au point du concept de tourisme de 4 saisons, 1971. On en parle énormément aujourd'hui depuis quelques années, mais ça remonte à 1971 et plus précisément, Michel Besançon, l'architecte urbaniste qui était en train de créer la Plagne à l'époque, la Grande Plagne, à 2000 mètres d'altitude, avait ressenti le besoin, qui était un besoin de connaissance du marché finalement, de redescendre en altitude, parce que la Plagne, c'était pratiquement 2000 mètres d'altitude. Il voyait bien, c'était très bien pour le ski, mais pour la saison d'été, ça ne marchait pas. Et donc, dès 1971, il avait conceptualisé le tourisme des 4 saisons en créant sur un hameau abandonné à 1200 mètres à Montchavin une annexe, une station nouvelle, mais en contrebas, intégrée au domaine skiable de la Grande Plagne. Et il avait conceptualisé ça à travers le tourisme de 4 saisons. Alors, voilà un premier jalon. Deuxième jalon, toujours dans le domaine de la montagne, parce que la montagne a été en pointe. 1977, c'est le discours de Val-Louise du président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing, qui indique une pause dans l'aménagement des stations de sport d'hiver, puisque l'aménagement il s'est développé tout au cours des années 60-70. 77, c'est la pause, et il indique que dorénavant, il y aura en France à la fois, certes, des aménagements toujours, mais une politique de protection. C'est une nouveauté dans le discours. Et ça se traduit quelques années plus tard sur la première loi montagne, 1985, qui est une loi qui préfigure finalement le développement durable et le tourisme durable. Tous les éléments y sont déjà. Alors, autre date, 1989. C'est la première conférence mondiale sur le thème tourisme et environnement, qui se déroulait à Tenerife, aux Canaries. La première fois qu'on réunissait des spécialistes des deux champs du tourisme et de l'environnement pour parler des problèmes que posait le développement touristique à l'environnement. Et 2 ans plus tard, 1991, c'est aussi une première en France, à laquelle j'étais associé, puisque j'étais en 89 à Tenerife. En 91, c'est le colloque de La Rochelle, qui est un colloque co-organisé par les 2 ministères de l'environnement et du tourisme. Et ce que j'avais appris à cette occasion en préparant le colloque, c'est que ces 2 ministères s'ignoraient superbement. Les fonctionnaires qui travaillaient dans les 2 ministères ne se connaissaient pas, ne se parlaient pas. Et la première fois qu'on les a réunis, ça a été dans ce colloque de 1991 pour lequel j'avais prononcé la conférence inaugurale. Donc c'était une sorte de révolution culturelle que d'associer les choses, les deux. Entre-temps, était né en 1987 le concept de développement durable, puisque c'est le rapport rédigé par le Premier ministre norvégien, Madame Brundtland, qui a popularisé à l'échelle mondiale cette notion de développement durable qu'elle avait résumée elle-même comme la possibilité pour les générations présentes de faire en sorte qu'elles ne sapent pas l'action des générations futures. C'était déjà ça l'idée qui était sous-jacente. Et 1995, pour donner une autre date et après je vais m'arrêter, c'est la naissance du tourisme durable, qui est, alors là encore, c'est dans une autre île des Canaries, cette fois-ci c'était à Lanzarote, la rédaction de la charte du tourisme durable 1995, et qui est tout simplement l'adaptation au tourisme des principes du développement durable, avec déjà les 3 piliers de départ, qui sont l'économie, l'écologie et la société. Donc vous voyez que le tourisme durable, c'est une vieille histoire, et c'est ce qui peut expliquer peut-être le sous-titre du livre que j'ai publié en 2023. Le titre c'était Réinventer vraiment le tourisme, et le sous-titre c'était En finir avec les hypocrisies du tourisme durable. Ce que je voulais dire par là, il y avait quand même le pluriel qui tempérait la critique, et pas l'hypocrisie du tourisme durable, mais les hypocrisies. Ce que je voulais dire par là, c'est que le tourisme durable, on en parle depuis très longtemps, on en fait beaucoup moins. L'expression a eu un succès mondial, ça n'est pas douteux. La
le passage à la pratique est difficile. En tout cas, une chose est sûre, et ça c'est ce que m'apprend ma culture d'historien aussi et pas simplement de géographe, puisque j'ai pas mal travaillé sur l'histoire du tourisme, c'est que ce qui est sûrement durable là-dedans, c'est le tourisme lui-même. C'est-à-dire que le tourisme, c'est une invention de l'Europe du Nord-Ouest de la fin du XVIIIe siècle. Le tourisme, il est toujours là, il s'est transformé, il s'est adapté aux transformations de la société. Mais ce qui est remarquable, c'est que le tourisme, c'était une des composantes, la révolution touristique. Cette naissance du tourisme, c'est une des composantes de la révolution industrielle, de ce changement fondamental de la vie et de l'économie des sociétés de l'Europe du Nord-Ouest. Et que la révolution touristique, elle, a créé des lieux comme la révolution industrielle avait créé des lieux, mais il y a une différence très forte entre les deux lieux aujourd'hui, c'est que la plupart des lieux créés par la révolution industrielle autour du charbon et de l'acier, ils ont disparu en Europe, alors que tous les lieux qui ont été créés par la révolution touristique, ils sont toujours là. Ils sont là, ils ont été accompagnés d'autres lieux, ils se sont amplifiés, ils se sont développés, mais ils sont là. Donc ce qui est sûr là-dedans, c'est que ce qui est, et ça justifiait le titre de l'ouvrage de l'équipe Mythe publié en 2011, La révolution durable. Le tourisme, c'est une révolution qui dure depuis la fin du XVIIIe siècle, qui dure toujours. Ce qui n'est pas sûr, c'est que cette durabilité, puisque c'est le mot qu'on a choisi pour traduire l'anglais, parce qu'au départ, le développement durable, c'est Sustainable Development, et en français, plutôt que de soutenabilité, on a choisi durabilité, qui n'est, pour moi, qui n'est pas une bonne traduction. Et donc, à partir de là, la durabilité du tourisme, je pense qu'elle peut être à la fois constatée historiquement sur le temps long, et en même temps, si on se projette dans l'avenir et si on fait référence à la définition de base de Madame Brundtland, c'est-à-dire la possibilité pour les générations futures de ne pas être entravées par les legs des générations passées, eh bien là on voit que le compte n'y est pas. Donc aujourd'hui, on peut dire que le tourisme, effectivement, c'est une révolution des quotidiens. On parle d'une révolution durable. Caroline, vous, sur vos activités, vous êtes actrice du territoire, notamment en Anjou. Est-ce que cette notion de durable a toujours été présente dans le développement de vos activités? Et finalement, au regard d'ATD, acteur du tourisme durable, aujourd'hui, quand est-ce qu'on a senti le besoin de créer un rassemblement pour pouvoir parler de tourisme durable? Alors moi, j'ai commencé ma carrière un peu plus tard que Rémi Knafou, en 95, au moment de la déclaration de Lanzarote. On parlait pas de tourisme durable à l'époque, en fait. Du coup, j'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai mon bilan carbone, il est cramé pour toute ma vie. Donc j'ai voyagé beaucoup parce que si j'ai fait du tourisme comme beaucoup, c'est parce que j'aimais voyager. C'est parce que j'aimais aller à la rencontre d'autres cultures, de découvrir d'autres paysages, découvrir des monuments, etc. Donc non, la durabilité n'a pas toujours été là. Et là, je parle avec une casquette de professionnel du tourisme. Je dirais moi, j'ai commencé à en entendre parler vraiment à partir de 2004-2005, qui coïncide d'ailleurs 2004 avec la naissance de l'association Agir pour un tourisme responsable, dont je ne faisais pas partie. Mais voilà, il y a eu, je pense, un mouvement à ce moment-là où on a commencé à en entendre parler. Moi, à cette époque-là, j'étais dans le réseau Éthique Étape, qui est un réseau d'accueil de jeunes plutôt sur le tourisme social, et où on a décidé d'embarquer nos adhérents vers un écolabel européen qui venait juste de sortir. Il est sorti, je crois, en 2006. Et de se dire, nous, on travaille déjà beaucoup sur le social, l'inclusion, le handicap, etc. Et ce serait peut-être bien qu'on s'intéresse aussi à notre impact sur la partie environnementale. Donc en fait, mon chemin vers le tourisme durable, je l'ai fait, contrairement à d'autres, pas par la porte environnementale. J'avais démarré ma carrière dans le tourisme social, donc j'avais quand même tout ce pilier social, sociétal qui était déjà très ancré. Mais dans ce travail-là, on s'est dit, on va accompagner là-dessus. Et donc, petit à petit, on a accompagné des labellisations d'établissements, on a intégré dans notre charte un certain nombre de critères. Et pour en arriver à ATD, pour la petite histoire, peu de gens le savent, a été créé non pas par nous, ça a été créé en 2011. Par des journalistes spécialisés tourisme pour peser sur les candidats au présidentiel de 2012 et pour que les questions de tourisme durable soient intégrées dans les programmes. En fait, ça a été créé pour ça. Ça, on ne le dit pas souvent, mais voilà. Et en fait, une fois les élections passées, cette association, elle vivotait, mais elle n'avait plus vraiment de raison d'être, donc elle était un peu en sommeil.
Et un jour, avec Guillaume Cromer, donc l'ancien président, et Julien Buot, actuel directeur d'Agir pour un tourisme responsable et ancien directeur de l'ATES, à qui j'ai succédé à l'ATES, on s'est dit ce serait quand même bien qu'on ait un endroit où on puisse discuter entre acteurs engagés. On était encore un peu les empêcheurs de tourner en rond à cette époque-là, en 2010-2011. Globalement, on faisait un peu grincer des dents. Aujourd'hui, on nous déroule des tapis rouges, mais à l'époque, on faisait grincer des dents. Et voilà, on s'est dit, ce serait quand même bien qu'on se compte un peu. En 2014, on dit qu'on se réunisse, qu'on puisse se parler, qu'on se raconte ce qu'on fait, qu'on essaye de partager nos bonnes pratiques, mais vraiment d'un point de vue, contrairement à ce que disait Rémi Knafou, donc d'un point de vue beaucoup plus universitaire, nous c'était un point de vue très pragmatique et opérationnel et professionnel sur le terrain. Et voilà. Et du coup, on a repris cette association en 2014 avec l'idée de promouvoir des bonnes pratiques, de se compter, de se rassembler, de se parler, de se fédérer. Donc il y avait une trentaine de membres qui restaient fidèles au réseau ATD tel qu'il existait à l'époque. Aujourd'hui, il y a 300 adhérents à ATD. On a quasiment tous les comités régionaux de tourisme, beaucoup de destinations qui nous ont rejoints ces 2-3 dernières années. Avant, on n'était plutôt que des socioprofessionnels et il y a eu cette grosse migration de départements et de régions dans ATD. Et aujourd'hui, on est 300. On n'a pas beaucoup varié sur nos missions. On est toujours l'idée d'animer et de fédérer un réseau, de valoriser les bonnes pratiques puisqu'on remet les trophées Horizon notamment, de produire de l'expertise maintenant. On crée des documents que vous avez peut-être croisés, tourisme et réchauffement climatique, un guide des indicateurs du tourisme durable, le guide des labels du tourisme durable. Voilà, on produit ces expertises-là. Maintenant, on a une équipe de 3 salariés à Paris, et puis on organise les universités du tourisme durable. Donc ça, c'est un peu nos grosses actions. Voilà. Mais on a toujours dit, et Guillaume le disait souvent quand il était président, il dit notre objectif, c'est de disparaître. Et aujourd'hui, on est toujours là. Voilà. Alors, on nous fait parler, mais notre objectif reste de disparaître parce que le tourisme durable aura été... C'est pas une forme de tourisme, c'est un mouvement, en fait, c'est une direction que doivent prendre, selon nous, l'ensemble des acteurs du tourisme. Qu'on se situe dans l'hébergement, la restauration, le tour operating, l'agence réceptive, tous les métiers, les sites culturels, les parcs à thème, etc. C'est une direction qu'on doit prendre et c'est une nécessité. Parce que on ne peut pas, Rémi parlait de 71, moi ça m'a fait penser à 72, rapport Meadows, halte à la croissance. C'est là qu'on a commencé à parler des limites de ce que la planète pouvait nous fournir en termes de ressources. En 1972, il y a 52 ans. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir se dire, nous, on ne pourra poursuivre notre activité touristique sereinement et en responsabilité que si on prend en compte les limites que la planète nous impose de prendre. Donc pour moi, c'est une nécessité que l'ensemble des acteurs du tourisme, quels qu'ils soient, se tournent dans cette direction-là. Voilà. Donc on a pu voir avec les propos de M. Knafou que finalement il y avait une réflexion, en tout cas institutionnelle, qui existe depuis longtemps. On a pu voir avec vous, Caroline, qu'il y a une réflexion autour des acteurs, une volonté de se rassembler, de faire un état des lieux aujourd'hui des pratiques. Et finalement, récemment, on a un nouveau rassemblement qui s'est créé, Itinéraire Bis. Amélie Deloffre, est-ce que vous pouvez peut-être revenir dessus sur aujourd'hui, pourquoi est-ce que, au regard de toutes ces activités, de cette réflexion qui existe sur le tourisme durable, on a un autre rassemblement qui s'est créé avec un autre discours. Peut-être est-ce que vous pouvez revenir sur cette genèse d'Itinéraire Bis? C'est assez intéressant parce que du coup, vous avez vu, on n'a pas du tout la même antériorité sur le marché du tourisme. Donc vous avez, hop, ça décroît. Et puis moi, je ne suis pas du tout du tourisme, je suis vraiment du secteur de la communication et des médias à la base. Donc j'ai participé au développement de la micro-aventure il y a 7 ans, donc quand j'avais 30 ans. C'est un marché qui se structure, c'est un marché de niche, qui mettent les gens sur un vélo, aller en rando, planter sa tente, etc. Très concrètement, nous, quand on arrive là-dedans, on ne parle jamais de tourisme durable. C'est même une notion entre nous, je parle à nous parce que finalement j'appartiens à un petit milieu d'entrepreneurs, de médias, de créateurs, de maisons d'édition, etc. assez niche en fait, parce que très écolo. Pour nous, c'était une évidence. Donc on ne parle jamais de tourisme durable parce qu'on est né dans la transition. Évidemment, le tourisme, comme l'ensemble des secteurs économiques, doivent effectivement aujourd'hui se transformer pour prendre en compte les réalités qu'on ne peut plus aujourd'hui ignorer, qu'elles soient environnementales
ou social. Donc je dirais que déjà tourisme durable, pour nous, ça sonne comme un terme qui est évident, qui est peut-être extrêmement usité, et surtout on ne comprend pas ce qu'on met derrière. Tourisme durable. Du coup, il nous disait, il faut que le tourisme durable disparaisse. C'est exactement ça. Exactement. Et du coup, moi, enfin voilà, chez nous, on ne l'utilise pas du tout, en tout cas. Et je pense que du coup, moi, je l'ai vraiment utilisé. Je pense que j'ai compris véritablement l'enjeu du secteur touristique quand j'ai commencé à travailler avec les offices du tourisme, les régions, les ATD. Pour implémenter la micro-aventure au niveau des régions et du territoire, concrètement pour qu'on réalise la transition écologique des territoires grâce à la micro-aventure. Donc en se disant on va faire du décarboné, du hors-saison, etc. Comment on s'appuie sur un concept qui est hyper attractif et à la mode depuis quelques années pour engager finalement un renouveau de l'offre touristique, etc. Et là j'ai compris en organisant des réunions avec aussi bien les hébergeurs que les PNR, que les offices de tourisme, qu'en fait il y a énormément de freins. Il y a un marché qui est structuré, qui tient debout, il y a des gens dont c'est les revenus, et pour faire évoluer tout ça, c'est énorme, quoi. Donc effectivement, je comprends en fait aujourd'hui qu'il y a la nécessité de penser et de réfléchir et que ça prenne énormément de temps au-delà des imaginaires, parce que moi je bosse plus du coup sur les imaginaires, sur les récits, mais effectivement concrètement dans le tissu économique, je comprends qu'on ait besoin de tous se mettre autour de la table et de faire bouger les lignes parce que c'est compliqué. Comme ça, comme ça. Donc voilà, moi la transition, le tourisme, effectivement, je suis née dedans, donc je ne le vois pas. Je suis née dans la case durable. Je n'ai pas d'antériorité comme Rémi, je ne peux pas dézoomer. Je me dis juste, évidemment, qu'il est durable. Voilà. Et quand on regarde ensuite l'activité d'économie touristique, non, effectivement, ça reste plutôt un secteur de. Et les mentalités et le marché, en fait, il y a un marché à faire bouger. Moi, j'ai travaillé par exemple avec le Sud, avec le Vaucluse, donc on essayait d'amener des gens, on a proposé des parcours hors saison, en se disant on va aller en Camargue l'été, etc. L'hiver, c'est super, sauf que l'hiver, il n'y a aucun hébergeur qui est ouvert. Donc on envoie des gens, nous on design des parcours, on fait un site web, etc. Les gens arrivent, il n'y a pas d'hébergeur, et on parle aux hébergeurs, et les hébergeurs nous disent mais on n'a pas de touristes, donc nous on ferme. Donc en fait, il faut augmenter l'offre, il faut travailler sur l'offre et la demande en même temps, ce qui est quand même un beau challenge, quoi. Donc ça, c'est toute l'activité autour de la micro-aventure. Et comment Itinéraire Bis, finalement, est venu se positionner à un moment donné sur quel discours? Donc Itinéraire Bis, donc au bout de, ça faisait 5 ans que je travaillais sur le sujet de la micro-aventure. C'est un petit milieu d'entrepreneurs parisiens, on se connaît tous, et je me suis dit, mais on est tous, on parle aux mêmes communautés en fait. Je pense que si on faisait des overlaps de nos communautés, on a tous les mêmes communes, on parle que à des convaincus, grosso modo quand même des urbains, CSP+, écolo convaincus, très bien. Mais c'est pas avec ça qu'on fait un marché touristique. Donc comment on va se rassembler? On va essayer de parler au-delà de nos sphères. Donc j'ai rassemblé 40 personnes qui sont créateurs de contenu, youtubeurs, maisons d'édition, journalistes, etc. Et on s'est dit on va aller parler à nos homologues dans les rédactions, dans les grandes rédactions et les influenceurs, et on va leur donner les clés pour traiter de nos sujets à leur manière. Ça ne sera pas aussi esthétique que nos photos, ça ne sera pas à notre manière, mais tant mieux. Comment on fait pour que nos sujets, le rural, le faire du vélo dans la campagne, partir sur un coup de tête, ça soit traité par d'autres gens que nous, qui parlent à des audiences beaucoup plus massives et moins convaincus. Et c'est pour ça qu'on a créé le collectif Itinéraire Bis, et donc on a un site web où on a effectivement une boîte à outils, où on a une photothèque, on a un annuaire vraiment avec des gens pour réaliser des interviews, pour que les journalistes puissent réaliser des interviews beaucoup plus facilement. On a un annuaire des tendances où ils peuvent se dire ça c'est nouveau, je vais le traiter. Et puis je suis au téléphone pour proposer des sujets, et voilà, en gros. Donc aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. On voit que ces initiatives, elles durent depuis... elles ont été initiées il y a longtemps. Monsieur Knafou, ça fait maintenant plus d'une 50aine d'années donc, qu'on parle du tourisme durable. Quelle conclusion on doit avoir? Parce qu'aujourd'hui, le terme de tourisme durable n'a pas disparu. Est-ce que ça veut dire qu'on est de plus en plus exigeant parce qu'on monte en compétences, ou ça veut dire que rien n'est fait? Pas facile de répondre à la question. Le terme, il est là, il a mis du temps effectivement à se diffuser, maintenant il s'est imposé partout, partout dans le monde. Il est présent dans la plupart des têtes, pour autant, les principes mêmes du tourisme durable, on peut douter que la plupart du temps ils soient mis en pratique. Puisque si on se réfère à la définition de départ qui est intéressante, parce que c'est permettre aux générations futures d'avoir encore une marge de manœuvre face aux transformations de la planète, en particulier du climat, et permettre l'habitabilité de la Terre, puisque ce qui se joue, c'est pas tant l'avenir de la planète elle-même que de l'humanité sur Terre, c'est ça l'enjeu. Et quand on voit ça, on voit que
finalement, la machine touristique, pendant toute cette période, elle a continué de manière inexorable à se développer, puisque toute l'histoire du tourisme, c'est l'histoire d'une diffusion à la fois sociale, plus encore géographique, puisque aujourd'hui, le tourisme touche à peu près toutes les parties de la Terre, y compris même avec l'Antarctique, partie inhabitée de la Terre, un continent inhabité, où il n'y a même pas la justification des retombées économiques pour ce type de tourisme. Donc on voit bien que... Parce que le tourisme, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est une invention de la société qui a ensuite été reprise par le système marchand, on peut l'appeler comme on veut, le système capitaliste, enfin bon, peu importe. L'ensemble du système a repris à son compte ses envies, ses besoins de voyager, les a marchandisés, en même temps les a facilités considérablement, parce que les multinationales qu'on peut critiquer, type Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc., bon, on peut les critiquer à juste titre parce que précisément elles nous conduisent à de plus en plus nous répandre sur la planète entière, mais en même temps elles nous facilitent énormément le travail, il faut bien reconnaître. Donc c'est cette appropriation par le système marchand de nos besoins touristiques fait qu'il y a une distorsion de plus en plus grande entre la croissance exponentielle du nombre des touristes, qui a certes été brutalement arrêtée par le Covid, mais c'est reparti aussi fort, même un peu plus fort qu'avant, si on en juge à la fois par les arrivées internationales et puis surtout par le développement de l'avion, qui est assez spectaculaire depuis l'après-Covid. Donc on voit qu'il y a une distorsion croissante entre la manière dont ce tourisme progresse à l'échelle mondiale et les besoins précisément pour pouvoir respecter les attentes futures des générations à venir, ou simplement déjà de la génération qui est ici présente. Bon. Donc là, il y a un vrai problème, et ce ne sont pas toutes les initiatives autour du tourisme durable qui sont en train d'apporter une réponse satisfaisante à ça, puisque on voit bien que l'enjeu principal tourne autour de la question du transport, puisque quand on parle tourisme, par définition, le tourisme induit un déplacement. Et que ce déplacement, il peut se faire à 50 ou 100 km de chez soi, comme il peut se faire effectivement à 10 000 km ou à 15 000 km de chez soi. Et donc l'enjeu, c'est ça, puisque rappelons que les transports, c'est 8%, les transports, enfin le tourisme en général, c'est 8% de l'émission des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, et le transport, c'est pratiquement les 3/4. Donc l'enjeu principal, il est dans les transports, il est dans les destinations, et effectivement, à partir de là, on voit bien qu'il y a un décalage assez complet entre les attentes d'un tourisme qui serait respectueux des équilibres permettant d'assurer à terme l'habitabilité de la planète et les réalités de fonctionnement du marché. Et on est pris dans cette contradiction qui est constante. Il y a la précédente ministre du Tourisme, Madame Grégoire, il n'y a pas très longtemps, presque dans la même semaine, avait décidé de dire que l'objectif de la France, c'était d'en faire la première destination de tourisme durable dans le monde. Et puis 8 jours après, elle partait en Chine pour essayer d'inciter les Chinois à revenir en France. C'est totalement contradictoire, évidemment, puisque aujourd'hui, un tourisme qui serait véritablement durable, c'est-à-dire qui prendrait en compte ces objectifs planétaires, est un tourisme qui doit tenir compte du bilan carbone et de la manière dont les touristes parviennent aux destinations. Si on ne prend pas ça en compte, tout le reste, c'est du discours. Voilà pour résumer. Donc, finalement, on voit que l'un des impacts le plus important de l'activité touristique, il est lié au transport, et notamment au transport international. Peut-être Amélie et Caroline, une question. Est-ce que, Amélie, par exemple, dans le micro-aventure que vous proposez, il faut renoncer au déplacement à l'international avec des micro-aventures qui se font plutôt en proximité? Et Caroline, finalement, est-ce que nous, il faut en France refuser d'accueillir ou renoncer d'accueillir des touristes étrangers? Comment on peut se positionner par rapport à ces questions-là?
Alors, tu as choisi le super mot renoncer. Tout l'enjeu de ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est proposer des alternatives qui soient attractives. Et du coup, ne pas voir ça comme un renoncement. Quand on saura, parce que pour moi, c'est pas à démontrer, c'est le taf que je fais depuis 7 ans et je trouve que c'est la première brique qu'on a posée, montrer que la France c'était cool, c'était chouette, etc. Quand on se rendra compte et on arrivera à montrer que passer une semaine dans les Pyrénées à la montagne, c'est aussi cool, vraiment, c'est pas un mensonge, que passer une semaine à l'autre bout du monde, c'est pas un renoncement. Et c'est pour ça que pour moi, la transition, c'est une chance en fait. On parle beaucoup de transition écologique, on se dit on va perdre, on va devoir moins, on va perdre, etc. Mais de la contrainte naît la créativité, quoi. Je pense vraiment, effectivement, c'est pas agréable quand on est jeune de se dire qu'on va plus pouvoir voyager autant que nos aînés, etc. Et pourtant, je ne crois pas que nos aînés qui aient pris l'avion pour aller une semaine par-ci, une semaine par-là et collectionner les voyages ont tiré et tireront davantage de satisfaction que nous qui pourrons voyager en Europe, prendre nos vélos, inventer des choses beaucoup plus accessibles, qui sont aussi enivrantes et aussi enrichissantes en rencontre de gens, etc., de l'altérité, que de partir à l'autre bout du monde. Et je crois vraiment ce que je dis. Et c'est pour ça que je disais réapprendre à voyager, etc. Ce n'est pas une perte, forcément. Ça peut vraiment être un gain. Et c'est la bataille de l'écologie, c'est montrer ça. Voilà. Et donc, Caroline, peut-être cette fois sur les touristes étrangers, aujourd'hui il y a une vraie stratégie à l'échelle nationale d'attirer des clientèles étrangères, notamment asiatiques, parce qu'avec des retombées économiques qui peuvent être importantes, comment on se positionne là-dessus ? Alors moi, j'ai envie de répondre à plein de trucs qui ont été dits. Effectivement, sur le transport, c'est une question qu'il faut absolument, qu'on ne peut pas éluder, ça c'est certain. Pour information d'ailleurs, ça c'est pour les étudiants, vendredi, il y a l'ADEME qui présente le nouveau bilan des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nos chiffres qu'on utilise tout le temps, c'est le bilan de 2021. Vendredi, il y a le nouveau bilan qui sera présenté en webinaire. Et effectivement, en France, le transport, c'est 77% des émissions du tourisme en France, puisqu'on est la première destination en nombre d'accueil de clientèle étrangère, comme vous le savez. Et au niveau mondial, ça doit être de l'ordre de 50% si on prend la totalité des émissions de transport au niveau mondial. Mais 3/4, comme le disait Rémi Knafou, en France. Donc c'est considérable et effectivement, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Est-ce qu'on peut encore accueillir des clientèles étrangères ? Alors nous, ce qu'on essaie déjà de faire, ce qui est déjà pas facile, c'est d'essayer de convaincre les destinations de ne plus aller les chercher. Ça ne veut pas dire qu'on va plus les accueillir. Elles viendront. Aujourd'hui, elles ont les moyens de venir. On leur donne un visa, il y a des avions, elles viennent. Mais au moins, d'essayer de ne plus aller les chercher et de remettre les budgets de promotion sur des populations et des clientèles plus proches, qui peuvent venir autrement qu'en avion. Donc oui, on ne va pas arrêter d'accueillir des clientèles étrangères. Je rappelle aussi un autre chiffre, alors qui est pas partagé par tout le monde. Ils sont un peu différents, c'est le poids du tourisme dans le PIB en France. Alors c'est 7, 8, parfois c'est 4. Enfin, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on pèse plus en émissions de gaz à effet de serre, qu'il y a une intensité carbone par point de PIB, qui est plus important. En France, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre, le tourisme, et donc moins en PIB. Voilà, donc ça va être compliqué de dire on n'accueille plus les clientèles étrangères, parce que comment on va faire ? On ne va pas leur fermer les frontières, c'est compliqué, mais au moins de ne plus aller les chercher et de refuser d'avoir des campagnes de promotion sur les marchés étrangers. Alors, c'est plus facile à dire là que quand j'en parle au CRT Nouvelle-Aquitaine, qui fait le gros de ses clientèles, sur des clientèles notamment américaines qui viennent pour le vin, en fait, ou des clientèles asiatiques qui dévalisent les magasins de Paris. Évidemment que c'est tentant. Donc je n'ai pas de solution là-dessus. Je ne crois pas non plus à court terme, comme ça j'ai lu la question tout de suite, au technosolutionnisme dans l'aérien. Il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas grave. La semaine dernière à Topresa, ils étaient tous sûrs de ça. Tous. Mais alors, c'est pas grave, dans 10-15 ans, on vole tous à l'hydrogène. Non, c'est faux. C'est absolument faux. On aura peut-être des tests, des tests vaguement dans 15 ans de vol à hydrogène, mais avec personne dans les avions quasiment, parce que c'est lourd un avion rempli. Et que l'hydrogène, aujourd'hui, on ne sait pas le fabriquer sans énormément d'énergie. Ça, on ne le dit pas. Certes, ça n'émet pas de CO2, mais il faut beaucoup d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène. Donc, j'évacue la solution de l'hydrogène tout de suite. Après, je rejoins ce qui a été dit aussi sur la sémantique négative
du tourisme durable. Et c'est pour ça que c'est intéressant le sujet des imaginaires, parce qu'on parle de renoncement, on parle de contraintes, on parle de moins. Donc on est vraiment dans une sémantique très négative. Et j'adore le fait de pouvoir dire, non, on est devant une page blanche, on est devant une page où on peut innover, où on peut réinventer des choses. Après, il faut mettre tout le monde en ordre de marche. C'est-à-dire que oui, ce serait bien qu'on puisse partir au bout du monde autrement, en vélo, en train, autrement que par des moyens fort carbonés. Par contre, il faudrait du temps. Aujourd'hui, notre mode de vie, notre mode de travail ne le permet pas. C'est pas quand on a 15 jours de vacances qu'on va partir visiter, je sais pas quoi, la Thaïlande en vélo. Enfin, ça va être, on va pas passer beaucoup de temps sur place, quoi. Ça risque d'être court. Moi, ce que je voudrais dire aussi par rapport à l'aérien, c'est que on parle de nos aînés. Donc moi, si je parle de mes aînés, donc mes parents ne prenaient absolument pas l'avion si facilement. On parle d'un temps de 60-70 ans qui est une virgule à l'échelle de l'humanité. L'avion. Et nous, et vous, les premiers, et vous qui êtes nés avec ça, on a l'impression qu'on prend l'avion comme le train, que c'est facile, il y a les locaux, ça coûte pas cher, c'est hyper facile l'avion, mais c'était pas le cas. Finalement, la génération de mes parents, je vais raconter ma vie, ma mère est née au Canada, elle y est retournée 4 ou 5 fois, c'est que la 5e fois qu'elle y était en avion. Sinon, elle y allait en bateau. Et ma mère, elle a 74 ans, elle n'est pas complètement grabataire encore. Donc, c'est pour dire que les vols transatlantiques, etc., c'est hyper nouveau, c'est hyper récent en fait. Donc ce qu'on a fait en si peu de temps, est-ce qu'on ne peut pas le défaire en pas trop longtemps, parce que le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, et d'imaginer, et pour ça on se repose aussi sur les communicants, et notamment les membres d'Itinéraire Bis, pour nous trouver les moyens de rendre sexy les voyages proches. Moi je dis, il faut rendre sexy la Creuse. C'est important. Il faut montrer que... Parce que quand je disais, il y a des gens qui me disent « Mais ouais, j'y suis allée, c'est hyper beau la Creuse ». Et effectivement, les imaginaires, c'est le palmier et la plage de sable blanc. Ça, c'est l'imaginaire des vacances de rêve. Mais peut-être que c'est là-dessus qu'il faut retravailler. C'était un peu confus, plein de choses, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. C'est parfait, notamment sur cette conclusion. Aujourd'hui, l'imaginaire, c'est les palmiers, la plage, le sable blanc. On peut prendre un exemple que vous connaissez bien, Rémi Knafou, qui est celui des Canaries, où aujourd'hui, vous aviez précisé que c'est un peu une destination à la recherche d'un toujours plus, c'est-à-dire qu'il reste dans l'excès de pratiques touristiques avec des impacts et des externalités très négatives pour le territoire. Est-ce que peut-être vous pouvez nous illustrer sur cette destination comment une activité touristique peut avoir des effets négatifs sur le territoire et essayer de comprendre pourquoi est-ce que à certains moments on a parlé de surtourisme. Alors le toujours plus, c'est pas propre aux Canaries, hein. C'est propre au système touristique, puisque c'est toujours plus partout. Hein. En montagne, dans les Alpes françaises où j'ai beaucoup travaillé, c'est le toujours plus depuis le début. C'est une fuite en avant, parce que quand on construit des appartements et qu'en même temps on doit gérer un domaine skiable, eh bien on s'aperçoit rapidement qu'on vend les appartements, mais que ça ne suffit pas à faire vivre le domaine skiable, parce que les gens ils viennent que 3 semaines par an et le reste du temps les volets sont fermés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour combler la chose ? Il faut construire des nouveaux lits et ainsi de suite, et c'est parti comme ça, et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Alors les Canaries, effectivement, de ce point de vue, sont un bon exemple. Alors, le facteur aggravant, c'est que c'est aux Canaries qu'ont eu lieu les 2 conférences mondiales dont j'ai parlé, y compris celle de l'OMT, donc sur le tourisme durable. Et je me souviens, celle de 89, le président de la communauté autonome des Canaries qui nous disait qu'il avait bien entendu le message. Et tout ça s'est traduit par une multiplication par 10 des capacités d'accueil des Canaries. Lanzarote, c'est l'endroit où en 1995 on a rédigé la charte du tourisme durable. C'était un modèle de développement insulaire très remarquable à l'époque dans le monde. Et aujourd'hui, c'est la partie de l'Espagne où il y a le plus de maires en prison pour des raisons de corruption. Donc voilà, ça vous donne l'idée de ce qui s'est passé entre-temps, parce qu'il y a tellement d'argent lié à la construction immobilière, liée au tourisme, aux hôtels, aux resorts, à la dimension résidentielle, etc. Tout ça ruisselle. Et si vous avez envie, alors ça peut être une raison amusante aussi d'aller voyager aux Canaries. Si vous voulez aller habiter, passer quelques jours dans un hôtel illégal, je peux vous en donner quelques exemples. C'est un hôtel qui n'a aucun permis de construire, mais qui est là avec ses 400 chambres en bordure de mer. Il n'y a évidemment pas d'assurance puisqu'il n'y a pas de permis de construire, etc. Mais enfin voilà, tout le système fonctionne, il est là, il fonctionne très bien. Vous avez son site internet. Voilà, c'est ça le système dans lequel on est. Et les Canaries ont subi
un choc très fort avec le Covid parce qu'elles étaient loin des marchés émetteurs, hein, c'est 4 heures d'avion minimum pour aller aux Canaries. Donc il ne se passait plus rien pendant le Covid, et ils étaient désespérés avec leurs centaines de milliers de lits inoccupés. Et puis depuis, c'est reparti beaucoup plus fort. Maintenant, on est à 17 millions. Ils ont pris 1 million de plus en un an. De touristes. On est à 17 millions de touristes aux Canaries. Donc le système en question, qui est un système essentiellement d'hôtels avec des forfaits vendus par les tours opérateurs, très attractifs d'ailleurs, l'avion, l'hébergement, souvent de plus en plus le all inclusive. Et tout cela se traduit, alors pour en arriver au surtourisme, se traduit par un effet de ras-le-bol dans une partie maintenant de la population canarienne, puisque aux Canaries, 17 millions de touristes, il y a un peu plus de 2 millions d'habitants. Et alors, c'est évidemment une manne économique considérable. Les Canaries vivent du tourisme, essentiellement, mais avec des effets pervers qui sont maintenant de plus en plus nombreux. Et ça, c'est un problème qui n'est pas propre qu'aux Canaries maintenant. C'est-à-dire que, vu l'importance du tourisme, non seulement du tourisme, mais aussi des stratégies résidentielles, parce qu'il y a des gens qui viennent y passer la retraite, qui viennent y télétravailler, enfin bon, il y a toute une série de pratiques utilisant les Canaries. Le résultat, c'est que la population, il y a quand même 2 200 000 Canariens aux Canaries, la population en question a de plus en plus de mal à trouver à se loger. Et ça, c'est un problème général pour tous les lieux touristiques. En 1993, dans le cadre de l'Institut de Saint-Gervais, j'avais proposé comme premier thème de réflexion le logement des jeunes dans les communes touristiques. C'était 1993 et depuis, le problème n'a fait qu'empirer. C'est-à-dire que partout dans les lieux touristiques, la spéculation foncière et immobilière fait que le prix du mètre carré est très élevé, que les jeunes ne parviennent plus à vivre là où ils sont nés, où ils se sont épanouis. Donc c'est un problème récurrent. Alors le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est Barcelone, parce qu'on a des manifestations de plusieurs milliers d'habitants dans la rue et qui contestent non pas le tourisme en général, mais certaines formes de tourisme, et en particulier le fait que c'est toute une partie du logement pour les plus bas revenus qui disparaît, puisqu'il est évidemment beaucoup plus rentable de racheter un immeuble, de le transformer en logement touristique après une rénovation plus ou moins rapide. C'est beaucoup plus rémunérateur que de le louer à des populations à faible revenu. Et donc il y a une éviction croissante de toute une partie de la société barcelonaise, mais aussi ça s'observe maintenant dans bon nombre de villes espagnoles, d'où des manifestations aux Canaries, à Malaga, à Tarragone, enfin dans tout un tas d'endroits maintenant, et c'est en train de faire tache d'huile. C'est-à-dire que les lieux qui sont confrontés à ce type de situation ont compris qu'ils n'étaient pas seuls, que c'était un mouvement général, et que contre cette emprise de ce processus assez implacable de transformation du logement dévolu à l'habitat permanent en habitat touristique temporaire, eh bien, il y avait une manifestation populaire qui convenait de faire, de façon à faire comprendre aux élus qu'on était arrivé à un point quasiment de non-retour. Or, le surtourisme, c'est une notion, et j'en finis par là, c'est une notion vis-à-vis de laquelle je suis assez critique, parce que je trouve qu'on l'emploie à tort et à travers, souvent sans discernement, mais et sans dire pourquoi, parce qu'il y a quelques critères objectifs de définition du surtourisme, si vous voulez, je pourrais vous les donner, mais l'un des critères les plus sûrs, c'est la question de l'acceptabilité du tourisme par la société locale. Ça, c'est un vrai critère. Et dans un nombre de lieux croissants, le problème, effectivement, se pose. Et là, on est dans des cas de surtourisme, aussi bien à Palma de Majorque, c'est dans les villes essentiellement, hein, à Palma, à Malaga, à Séville, à Barcelone, puis dans bien d'autres lieux, le problème commence à se poser. Je crois qu'Amélie, c'est un terme aussi que vous n'aimez pas trop, cette notion de surtourisme, et sur lequel vous vous positionnez d'ailleurs en contradiction. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur vous, quelle est votre relation avec ce terme-là et pourquoi au quotidien ça peut être une difficulté dans votre travail et pour Itinéraire Bis ?
Alors, à la base, j'ai rien contre le surtourisme. Le surtourisme, c'est une réalité, donc il n'y a pas de souci. La chose est qu'elle est amplifiée énormément par les médias. C'est devenu un marronnier médiatique. Les médias ne savent pas trop quoi traiter l'été, donc c'est constamment rappel qu'il y a du surtourisme, etc. L'autre argument qui revient, c'est quand même un peu un mépris de classe, parce que les gens qu'on voit faire du canoë au Verdon ou s'agglutiner ça et là dans des lieux en fait qui ont été pensés comme des grands lieux du tourisme aménagés pour, c'est plutôt des classes populaires. C'est pas ceux qui vont s'acheter un vélo à 3000 balles et partir faire du bivouac alors que c'est gratuit. Et donc voilà, il y a quelque chose à nuancer là-dedans. Et oui, je pense qu'on est à un moment où il faut quand même aussi passer au moment des solutions. C'est bien de montrer le surtourisme. Moi, je tente au téléphone, je propose aux journalistes qui me proposent de parler encore une fois du surtourisme, de lui demander quelle est sa position à lui, puisque je parle du Monde par exemple, puisqu'ils sont les premiers à faire des articles sur des lieux courus et qui, eux, génèrent en fait du trafic. Les médias sont les premiers prescripteurs, en tout cas pas chez les plus jeunes, parce qu'on est plutôt sur les réseaux sociaux et les influenceurs, mais influenceurs et médias sont les premiers prescripteurs en fait. Donc c'est à eux en premier lieu de changer leur ligne éditoriale. On peut crier après, on peut comme ça parler de surtourisme, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur les lignes éditoriales tout simplement, quoi. Quand tu parlais de la Creuse, nous avec Itinéraire Bis on part demain en Haute-Marne. Faire une opération, il va pleuvoir, ça va être génial. On va tous partir mettre en valeur la Haute-Marne gratuitement, voilà. Donc ça va être, c'est prévu depuis 6 mois, donc on va faire ça. Mais c'est un beau challenge, voilà. Et effectivement, après, pour une petite anecdote, moi j'ai travaillé du coup avec plusieurs collectivités sur comment on implémente ce concept de micro-aventure au niveau local. Et alors par exemple dans le Vaucluse, la première chose quand on construit c'est mapper les points d'intérêt et là où il y a du surtourisme déclaré et de se dire ok on va construire et on va essayer de faire autrement. On les voit et c'est à éviter. On va construire une nouvelle offre touristique vraiment en dehors. C'est le point de départ presque de la réflexion. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de territoires qui sont en sous-tourisme en France, quoi. Je suis arrivée, j'ai fait le même travail en Ariège. Ils n'étaient pas d'accord entre l'agence d'attractivité et le PNR. Ils me disaient non mais on a constaté qu'il y a des détritus maintenant en montagne depuis quelques années. Il y a eu l'effet Covid, les gens sont un peu plus partis en nature. Et puis l'agence d'attractivité disait non, on a le nombre de visiteurs et il n'y a pas plus de surtourisme. Donc même sur ça, même au niveau très local dans les pratiques, les acteurs du territoire ne sont pas tous d'accord. Donc oui, il y a quelques points, Étretat, on les connaît de surtourisme. Soyons plutôt dans qu'est-ce qu'on propose, soyons conscients, cherchons des solutions. Mais voilà, ne restons pas que sur le constat toujours à rabâcher qu'il y a du surtourisme. Caroline, peut-être la position d'ATD ou en tout cas sur cette notion de surtourisme, un terme, on l'a dit, qui est un marronnier médiatique, qui a une résonance médiatique importante et qui fait peut-être détourner le débat sur la notion d'acceptabilité, on l'a dit, des flux touristiques, la gestion des flux, etc. Comment vous l'avez observé et comment vous essayez d'agir aussi sur ces actions-là? Alors, plusieurs choses. Je vais faire un petit peu de sémantique, une fois n'est pas coutume, parce que j'aime pas trop ça en général. Mais surtourisme, alors j'ai entendu des journalistes qui se reprenaient en disant alors on va parler du tourisme, enfin du surtourisme. Donc en fait, ça devient presque un nom propre dans les médias. On ne parle plus du tourisme, on parle du surtourisme. Donc quelque chose de forcément négatif. Et qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que le surtourisme, tu l'as dit, c'est beaucoup un ressenti. Alors que le surtourisme, on pourrait le mesurer aussi au-delà du ressenti. Moi, je parle de surfréquentation parce que c'est une surfréquentation à un endroit donné, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est à un endroit donné, à un moment donné, on a dépassé la capacité de charge de cet endroit d'accueil de touristes, notamment en matière d'assainissement de l'eau, de gestion de déchets, etc. C'est qu'on est au-delà de ce qu'on peut faire. C'est très visible dans les îles, notamment, puisqu'on est limité dans les îles sur l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable et sur la gestion des déchets. Donc voilà, je préfère parler de surfréquentation quand on m'interroge moi aussi sur le surtourisme, et de dire attention, il y a aussi, et ça c'est ce que je m'étais noté de dire, il y a aussi beaucoup d'endroits en sous-tourisme. Donc nous, notre rôle en tant qu'acteurs du tourisme, c'est aussi de pouvoir, mais c'est pas facile, parce qu'il faudrait travailler beaucoup plus avec les médias et les influenceurs, de pouvoir détourner des flux sur certains autres endroits. Sachant que, je relativise, le but, c'est pas non plus d'aller que hors des sentiers battus, parce que hors des sentiers battus, c'est pas forcément aménagé pour le tourisme. Et que hors des sentiers battus, 10 personnes dans un endroit, ça peut déjà être trop.
parce que ça veut dire qu'on va abîmer la biodiversité, qu'on ne va pas avoir comment dire ça, c'est pas organisé pour accueillir du tourisme. Donc en fait, voilà, on est dans une nuance, enfin quelque chose d'assez ténu, de pouvoir non pas dire allez pas au Sable d'Olonne, allez ailleurs, mais il faut aussi être sûr qu'ailleurs on ne va pas détruire ou détériorer un espace qui était un peu préservé. Donc voilà, tout est une question de nuance et de trouver le bon moyen de faire des choses et d'emmener les gens là où le territoire et les habitants, puisqu'ils en font partie du territoire, peuvent les accueillir dans de bonnes conditions. Monsieur Tafou ? Oui, là je vous rejoins complètement et je voulais apporter une précision historique. L'expression, enfin le mot surtourisme, il est né en anglais over-tourism. Bon. Sa première apparition, c'est dans une revue scientifique en 2008, que personne n'a lue. Et en 2016, la plateforme américaine qui s'appelle Skift, qui est la principale plateforme de diffusion d'informations sur les voyages, s'est emparée du mot, à tel point que son directeur général se l'est approprié en disant que c'était lui qui l'avait inventé, donc ce qui est déjà une erreur patente. Mais là où il dit vrai, c'est qu'il a contribué, par la puissance de sa plateforme, à populariser le terme. Même s'il l'a fait à très mauvais escient, puisqu'il est parti de l'exemple de l'Islande, qui, s'il y a bien un endroit où il n'y a pas vraiment de surtourisme, c'est l'Islande, enfin bon, peu importe. En tout cas, il s'est approprié le terme, il l'a popularisé, et là où je voulais en venir, c'est que, d'abord, premièrement, quand il a vu que ça prenait, il s'est empressé de déposer la propriété du terme. Donc déjà, il ne faut pas être trop naïf face à une démarche de ce type. On est face à une démarche marchande. Bon. Deuxièmement, là on voit bien que l'objectif du surtourisme, qui ne réunit pas l'adhésion de tous les professionnels du tourisme, puisque ceux qui ont plutôt à gérer des destinations sont hérissés par le surtourisme. Mais en revanche, tous ceux qui ont à nous vendre des voyages hors des sentiers battus, en particulier des voyages lointains, très coûteux, coûteux non seulement en euros ou en dollars, mais aussi en énergie fossile et très émetteurs en gaz à effet de serre, se servent évidemment de la notion de surtourisme comme repoussoir. Parce que qu'est-ce que c'est que le tourisme? C'est aussi une manière de vendre de la distinction. Et ça, c'est depuis les débuts du tourisme, se distinguer de la masse, se distinguer du gros de la troupe. Bon. Et là, avec le surtourisme, on a l'argument idéal permettant de vendre ces voyages à plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'autre bout de la Terre, et en particulier à l'Antarctique. Ouais, je voulais juste rebondir. Nous, sur le tourisme vraiment nature, donc rando, vélo, etc., itinérance, quoi, aventure, on n'est pas sur du surtourisme théoriquement, mais on l'a tellement vu et on l'appréhende tellement qu'on essaye de l'anticiper. Et en fait, c'est un enjeu qui est quand même extrêmement complexe. On n'a pas la réponse, on s'interroge tous. On a pris des citadins, on leur a dit allez passer du temps dans la nature, c'est super, ça va vous faire du bien. C'est génial. Sauf que du coup, on amène des citadins qui n'ont pas les codes, forcément. Et en plus, on veut le démocratiser. On n'a pas envie que ce soit que des gens qui ont déjà le capital économique et culturel pour y aller. Sauf que quand on amène ces gens-là dans la montagne, dans la nature, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des incivilités, il y a je sais pas faire, il y a des comportements dangereux, etc. Ça, c'est une réalité. Donc toi, j'aime bien, tu disais, en fait, on peut être en surtourisme pour 10 personnes. Et effectivement, on est là-dessus. Je voyais le parc régional des Hauts-Plateaux du Jura. Maintenant, on ne peut plus bivouaquer tout l'été. Donc c'est qu'il y a une forme de surtourisme et de comportement inadapté. Donc il y a quand même un enjeu, en tout cas sur le tourisme nature, d'éducation. Mais on est encore sur des enjeux hyper longs. Hein, c'est comme changer les mentalités. Sur le vélo, bah, on en a marre. On n'a pas, une fois qu'on sait faire du vélo, on n'a pas forcément envie d'être sur une voie route, enfin une véloroute qui est une sorte d'autoroute. Quand on aime l'aventure, il y a l'essor de ce qu'on appelle le gravel, donc aller sur des sentiers. Sauf que du coup, là, on rentre en conflit d'usage avec les bergers. Donc il y a un conflit avec la vie pastorale, les patous, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de patous, donc on se fait croquer, etc. Donc c'est un tout qui est quand même extrêmement complexe, je trouve. Et en tout cas, nous, ça nous anime chez Itinéraire Bis de se dire, on envoie des gens dans la nature, attention, on n'est pas du tout en surtourisme, pourtant les pratiques provoquent des choses néfastes. Qu'est-ce qu'on en fait? Je n'ai pas de réponse, mais c'est un gros enjeu. Oui, je voulais juste rebondir aussi là-dessus, c'est de dire qu'effectivement, quand on fait du vélo, on a l'impression d'être hors des sentiers battus, d'être tout seul, de ne pas abîmer, etc. Mais non seulement on dérange les patous et les bergers, mais on dérange la faune sauvage, on dérange la biodiversité, on est peut-être sur des endroits qui sont préservés, qui sont une plantation, etc. Et nous, il y a une chose à laquelle je suis extrêmement attentive, c'est que la biodiversité et tous les services qu'elle propose, au-delà du fait que ça nous nourrit tous et que ça nous permet de vivre, c'est la matière première du tourisme.
C'est-à-dire que si nous, en tant que professionnels du tourisme, on n'a pas une stratégie et des actions extrêmement opérationnelles pour préserver cette biodiversité, voire pour la régénérer. Même si je suis assez dubitatif sur le terme du tourisme régénératif, je pense qu'on en est encore un petit peu loin. Mais néanmoins, on gère des espaces naturels ou naturalisés, en tout cas, avec un peu de végétation. Et puis, c'est notre matière première, les paysages sont nos matières premières, etc. Donc, c'est à nous, en responsabilité, de pouvoir protéger ça si on veut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Et pour revenir sur le surtourisme, je voudrais aussi mettre une alerte, c'est que ça va souvent avec tourisme de masse. Et ça me dérange beaucoup. C'est que, d'une certaine manière, c'est ce que tu disais, on va pointer du doigt le tourisme de masse. Donc les gens qui partent une fois par an, 15 jours, au Sable d'Olonne ou à Royan, par exemple. Et on ne dit rien à ceux qui partent 10 fois par an au bout du monde parce qu'ils ont les moyens dans un super écologe en Thaïlande, au Sri Lanka, etc. Alors que c'est eux qui sont les plus grands émetteurs de CO2 dans le tourisme. En fait, je crois que c'est 1% des touristes qui émettent 50% du CO2 du tourisme. Donc à un moment, c'est pointer du doigt sur des gens qui finalement sont assez peu responsables de l'état actuel des choses. Mais comme ils sont nombreux, là on va pointer le doigt là-dessus. Ça, c'est une autre chose que je voulais dire et vous informer aussi que on a dit tout à l'heure que la France avait mis donc, dans le plan de destination France, première destination du tourisme durable au monde, donc 2021, novembre 2021, présenté par notre ex-premier ministre Jean Castex. Ça rime. On travaille du coup aujourd'hui avec Atout France sur une plateforme qui s'appelle France Tourisme Durable. Quand je dis on, c'est acteurs du tourisme durable. Et là, on est en train de travailler justement sur des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer ce tourisme durable. Parce que c'est bien beau de dire on va être la première destination de tourisme durable du monde. Si on ne dit pas les indicateurs sur lesquels on va se baser pour mesurer si on a atteint notre objectif, c'est un peu facile. Donc là, on est en train de travailler ces indicateurs et notamment sur des indicateurs autour de la biodiversité et de l'impact du trop de tourisme dans certains endroits, je ne dis pas sûr parce que voilà, les 10 personnes, ça peut être 10 personnes comme 100, du trop de tourisme sur certains espaces naturels. Ce qui m'amène à la question suivante. Aujourd'hui, on le voit, l'activité touristique est une activité complexe qu'il n'est pas simple de comprendre. Il n'est pas simple de comprendre un petit peu les liens de causalité entre une action et des acteurs et ses effets sur le territoire. Aujourd'hui, du côté d'ATD, vous proposez, vous avez en tout cas mis en place une initiative qui s'appelle la fresque du tourisme. Est-ce que peut-être tu peux revenir dessus pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un besoin de créer une fresque du tourisme et comment cette fresque devient un outil pour pouvoir comprendre l'environnement touristique dans lequel on est. Oui, alors je vais juste faire une précision, c'est pas ATD. Voilà, c'est pas acteur du tourisme durable qui a créé la fresque du tourisme. En fait, on a un groupe de personnes, dont 2 personnes qui sommes à ATD, Julien Bio et moi-même, pour pas les citer, et puis d'autres qui sont dans d'autres réseaux et qui viennent d'autres, notamment quelqu'un qui vient du monde qui est dans la fresque du climat, une autre qui vient du monde de l'aérien, etc., du tour operating. Donc on est un groupe on était 7 au départ, on est 10 maintenant, et on a souhaité créer cet outil. Alors, je sais pas qui a déjà fait une fresque du climat. Alors, quand même. Donc vous connaissez les fresques, voilà. Et du coup, on s'est dit, moi je suis animatrice de la fresque du climat depuis 4 ans, je suis amenée à en animer souvent auprès de professionnels du tourisme, donc je fais toujours après un petit quelques slides d'ordre de grandeur sur le tourisme pour qu'on puisse parler d'action après. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir un outil, mais qui n'est pas totalement complet par rapport à notre activité. C'est-à-dire que la fresque du climat parle du climat, comme son nom l'indique, mais elle parle peu des impacts sociaux du tourisme, elle ne parle pas des impacts sur la biodiversité du tourisme ou en termes de pollution, etc. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de créer cet outil parce que on se rend compte qu'il y a encore énormément de professionnels qui font leur métier du quotidien. Donc, ils produisent un voyage, ou ils accueillent des gens à l'hôtel, ou ils sont à l'accueil dans un office de tourisme, mais qui n'ont pas de vision d'ensemble du système dans lequel ils évoluent, du système touristique. Et du coup, on a travaillé pendant 3 ans. Alors, on a toutes d'autres casquettes, d'autres métiers, donc on le faisait un peu entre 21h et 23h le soir. Pendant 3 ans, on a travaillé sur cet outil, à la fois créer les cartes qu'il fallait aller chercher des infos. Déjà, vous qui êtes étudiants, qui faites des dossiers, des mémoires, vachement dur de trouver des infos. Hein. On n'a pas un GIEC du tourisme. Hein. Le climat, ils ont un GIEC, nous, on n'a pas. Donc, il faut aller chercher des données, lire des études. Les sources sont différentes. Elles sont pas forcément reconnues par tout le monde, etc. Donc, on a dû chercher des sources, savoir les cartes. Et surtout, dire à quoi on veut que les gens arrivent avec cet outil-là. Qu'est-ce qu'on veut, avec quoi on veut qu'ils repartent. Donc, on s'est dit, il faut qu'ils comprennent. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ce système
le tourisme, c'est une activité qui dépend de toutes les autres activités économiques, de beaucoup d'autres activités économiques, l'alimentation, les transports, l'industrie, etc. Et que plus on le massifie, ce tourisme, ça j'aime bien le terme de massification par contre du tourisme, plus on le massifie, plus ça a des impacts sur ces systèmes-là, donc sur les systèmes qui nous font vivre aussi. Donc l'idée de la fresque du tourisme, c'est de faire prendre conscience de ça et de pouvoir, dans son métier, imaginer comment on peut le faire différemment à son niveau et comment on peut imaginer faire évoluer son métier en ayant conscience de tout ça. Et on commence tout juste à en animer. Là, j'en ai animé la semaine dernière pendant le salon Topresa. C'était inattendu qu'on nous propose d'animer une fresque du tourisme à Topresa. Mais on en a animé et de plus en plus, là, on a des demandes, que ce soit chez des institutionnels ou des professionnels. Et je vais vous donner un scoop, je vais animer la fresque du tourisme à la direction d'Atout France la semaine prochaine. Voilà. Donc effectivement, on arrive à l'issue de cette première partie. L'objectif était de revenir un petit peu sur l'impact environnemental et la réalité du tourisme sur les territoires. De warning, attention à ce terme de surtourisme. On le voit, il y a une résonance médiatique qui sont importantes et qui déforment la réalité des territoires, les actions des territoires. Et attention aussi à ce terme de tourisme de masse, parce qu'on voit que même avec 10 touristes sur un territoire qui n'est pas aménagé pour recevoir des touristes, ça peut être une limite. Ça mène maintenant à la deuxième partie de cette table ronde qui est plutôt sur la dimension sociale, une dimension qui n'est pas simple à comprendre ou à percevoir dans les actions durables autour du tourisme. Monsieur Knafou, peut-être sur cette notion de tourisme durable, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on a 3 piliers qui permettent de le définir, que ce soit environnemental, économique ou social. Est-ce que dans le tourisme, c'est un consensus qui a toujours existé, est-ce que la définition du tourisme durable dans sa dimension sociale est arrivée plus tard? Quel regard on peut avoir sur cette notion-là? Et cette dimension, elle est arrivée en même temps, puisque dès le début, il y a eu donc les 3 piliers, l'écologie, l'économie, la société. Avec d'ailleurs les mêmes attendus qui étaient et qui sont irréalistes ou contradictoires. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse développer un tourisme sans qu'il y ait d'effet sur le lieu, ce qui n'a pas de sens en soi, puisque sur l'environnement, par définition, le tourisme, il va le transformer plus ou moins complètement, plus ou moins radicalement, ce qui d'ailleurs ne fait pas pour autant disparaître la ressource touristique. C'est ça qui est intéressant aussi en même temps, parce qu'en 1843, Victor Hugo se lamentait en disant que Biarritz ne sera plus Biarritz parce que ça commence à évoluer et ça évolue mal. Bon, et Biarritz, c'est toujours Biarritz à l'heure actuelle en termes touristiques, et tous ceux qui vivent à Biarritz et qui n'ont pas lu Victor Hugo et qui parfois même ne savent même pas qui est Victor Hugo, apprécient Biarritz parce qu'ils y sont. Bon, voilà. Donc l'intérêt de la ressource touristique, c'est qu'elle n'est pas consommée. Il y a une transformation radicale de l'environnement, c'est vrai. Bon, alors ça c'est pour la dimension environnementale, et on pourrait appliquer le même raisonnement aux autres piliers. C'est-à-dire que la société elle-même, dès que le tourisme commence à se développer, elle est radicalement transformée. C'est plus la même société. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une illusion de se référer à ces définitions de départ, parce qu'elles supposent qu'il pourrait y avoir un bon tourisme qui ne transformerait pas complètement l'environnement, qui ne transformerait pas complètement l'économie, qui ne transformerait pas complètement la société. C'est une illusion totale. Je crois qu'il faut admettre que le tourisme, qui est une activité humaine parmi d'autres, est une activité qui transforme complètement l'environnement au sens large dans lequel elle se développe. Qui plus est, le tourisme n'est pas partageur, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est approprié un lieu, eh bien, on va assez rapidement vers une monoactivité. Et alors, ça peut être bénéfique à un moment donné, mais ensuite c'est une courbe en cloche, c'est-à-dire que plus il conquiert le lieu, et plus il y a de problèmes ensuite à venir pour à la fois l'emploi, le logement, enfin, etc. Donc on voit bien les effets pervers, on commence à les connaître. Donc voilà ce que je pourrais dire pour résumer la situation. Une société qui est touchée par le tourisme est une société qui se transforme complètement, et le tourisme est l'un des processus qui actionne la transformation des sociétés. Donc là aussi, il n'y a pas de réversibilité. Et il faut en tenir compte dans la manière d'approcher le tourisme. Alors, tout ceci n'est pas forcément, de ma part, une approche négative. Je crois que le réalisme, c'est déjà de faire les bons constats. C'est-à-dire que le tourisme, effectivement, c'est un outil de transformation, non seulement de la planète, mais des sociétés. Et c'est à partir de là qu'il faut pouvoir penser l'avenir de ce tourisme.
Caroline, sur cette notion sociale, on parle de tourisme social, solidaire, équitable. Aujourd'hui, comment on se retrouve dans tout ce vocabulaire et comment l'UNAT, l'ATES, ATD ont travaillé avec ces termes-là? Alors je vais essayer de le résumer en 2 phrases parce que sinon on peut en parler longtemps. Le tourisme social, c'est plutôt un tourisme qui s'intéresse aux gens qui partent. Donc on va travailler sur l'accessibilité aux vacances du plus grand nombre, on va travailler à l'adaptabilité des lieux, notamment pour les personnes en situation de handicap, à l'aide au départ en vacances, donc par exemple les bons CAF qui vont permettre à des gens économiquement défavorisés de partir en vacances. Donc ça, le tourisme social va plutôt s'intéresser aux gens qui partent. Le tourisme solidaire et équitable va plutôt s'intéresser aux communautés qui accueillent. Et dans la manière dont on travaille avec eux. Donc effectivement, j'ai travaillé à l'UNAT et j'ai travaillé à l'ATES, donc j'ai pu voir les 2 côtés. J'ai regretté d'ailleurs qu'ils ne travaillent pas plus ensemble, parce que ça aura du sens de travailler sur les populations qui partent et avec les populations qui accueillent. Voilà, c'est pas encore tout à fait le cas. Le tourisme équitable et solidaire, c'est un tourisme qui s'intéresse donc aux populations d'accueil et qui va faire en sorte, comme le commerce équitable, d'assurer des rémunérations justes aux gens qui accueillent et des relations de partenariat équilibrées et de payer un prix juste. C'est pas toujours le cas. On le sait bien que le tourisme, on avait parlé un peu en préparant de la saisonnalité, enfin du côté précaire de pas mal d'emplois dans le tourisme. Il y a beaucoup de législations en dehors de la nôtre en France. Il y a beaucoup de législations qui sont très peu favorables en termes de conditions de travail aux acteurs du tourisme. Donc voilà, le tourisme social et solidaire et équitable, il s'intéresse vraiment à ces 2 aspects-là. Le tourisme solidaire et équitable, il s'intéresse, c'est très bien que Rémy Knafou ait parlé de la monoactivité. Un des axes du label tourisme équitable, c'est justement d'éviter la monoactivité touristique. Parce qu'on s'est rendu compte que la monoactivité touristique, elle a pour conséquence c'est de l'argent un peu facile, considéré comme facile le tourisme dans pas mal de destinations. C'est plus facile que d'aller travailler la terre pour produire à manger. La monoactivité, l'activité touristique, ça a été une aubaine pour beaucoup. Donc on s'est mis à corps perdu là-dedans. On en a fait une activité unique et on se rend compte que le tourisme est une activité extrêmement sensible à tous les aléas climatiques, sociaux dans le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre conflit quelque part, il n'y a plus de tourisme. Quand il y a une crise sanitaire, on l'a vu, il n'y a plus de tourisme. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a développé un tourisme de monoactivité, une activité de monoactivité touristique sur un territoire? Eh bien, on n'a plus de revenus. Donc le tourisme équitable et solidaire, il s'intéressait aussi à considérer le tourisme comme un complément d'activité aux activités traditionnelles menées par les gens qui accueillaient le tourisme pour permettre d'éviter ce type de cas qu'on a vu concrètement. Dans le sud tunisien, au Mali, Pays d'Ogon, extrême grosse destination touristique par excellence avant les années 2010. C'était devenu énorme le tourisme dans le Pays d'Ogon. Et du jour au lendemain, conflit armé, donc Boko Haram, terrorisme au Mali, plus de tourisme du tout. Donc ça fait 14 ans que c'est en rouge sur le ministère des Affaires étrangères. Et qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gens qui se sont formés au tourisme et de cet accueil touristique et d'avoir abandonné ce qu'on savait faire avant? Donc attention effectivement, la monoactivité touristique, c'est un des points importants du tourisme équitable et solidaire. Et donc dans cette notion de communauté locale, Amélie, est-ce que pour vous c'est une des dimensions essentielles dans vos micro-aventures, cette rencontre avec l'autre, et qui est finalement cet autre que vous allez rencontrer sur place? Ouais. Non, parce que ta question, quand tu m'as dit ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'en fait, nous autres, tourisme, nature, etc., on parlait beaucoup moins de social. C'est un aspect parce que je pense que la nature, on la voit, on travaille sur les imaginaires et le récit, donc c'est un décorum, on est très sur la protection de la biodive, sur le CO2, la pollution, etc., moins sur le social. Pourtant, moi, c'était un aspect totalement... quand j'ai monté le collectif, ça fait vraiment partie de comprendre qu'en fait, on irrigue les territoires en sortant et en essayant de proposer des parcours un peu bis, des itinéraires bis, disons-le. C'est aussi permettre de mieux générer et de mieux répartir les flux économiques sur le territoire, que ce soit sur le territoire mais aussi dans la saisonnalité, en termes de saisonnalité et hors saison, pour que les gens puissent mieux vivre de leur activité. Mais c'est vrai que nous, du coup, l'aspect social se traduit plus par la rencontre avec l'autre, qui est effectivement la spécificité un peu du tourisme social, du tourisme nature sur lequel je travaille, est quand même semi-libre, parfois non marchand, en partie,
mais en majeure partie, et parfois non marchand. Donc l'autre est un vecteur, et c'est presque un moteur en fait de partir à l'aventure, d'aller chez les gens, de dormir chez l'autre. Et moi, pour avoir énormément pratiqué, c'est effectivement, je crois, même plus que les paysages, ce qui me motive à partir à vélo et à randonner, à dormir dehors, c'est être hébergé chez les gens. Pas parce que c'est gratos, mais parce qu'on rentre dans l'intimité des gens, qu'on n'aurait pas fait s'il y avait, on avait un peu la discussion juste avant, mais je trouve que dès lors qu'il y a un rapport marchand, ça change un petit peu la donne. Et c'est ces moments-là d'exception, de passer de passer une soirée avec un agriculteur, avec quelqu'un qui va pas voter du même bord que moi, voilà, qui a un métier assez improbable, qui est la richesse immense que procure le voyage, quoi. Je voyage pour ça, pour rencontrer des gens. Pour autant, est-ce qu'on peut enlever cette notion de non-marchand à l'activité touristique aujourd'hui telle qu'elle est ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Non, enfin, aujourd'hui c'est une industrie touristique, on le sait bien. Mais après, je pense que, et en préparant, on a discuté de ça en préparant là, c'est que je suis pas sûre que le côté marchand, enfin pour l'avoir vécu dans le tourisme équitable et solidaire, que le côté marchand retire de l'intérêt à la rencontre. Et puis, cette rencontre dont tu parles, elle est absolument passionnante et génialissime, mais elle touche combien de personnes ? Et elle peut toucher potentiellement combien de personnes ? Je ne suis pas sûre que l'agriculteur, tous les soirs, il voudra avoir 3-4 personnes qui vont lui dire « C'est formidable votre métier, mais alors racontez-nous ce que vous faites. » Bon, ça va le saouler au bout d'un moment. Donc, à un moment, je pense qu'on ne peut pas... Voilà, c'est super ces rencontres-là, mais ça reste des choses très confidentielles. Le tourisme, aujourd'hui, on est sur un tourisme de masse. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des moyens que les gens puissent se rencontrer, même dans une échelle un peu plus grande ? On parle beaucoup de l'agritourisme ou du slow tourisme, qui est très basé sur l'expérientiel, le fait d'aller faire un atelier chez un agriculteur. N'empêche que pour l'agriculteur, la rencontre, elle peut être tout à fait sincère, même si il se fait payer l'atelier, parce que lui, ça lui fait un complément de revenu et ça lui permet de rester en bio, même si le bio, ça se vend moins. Enfin voilà, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je suis quelqu'un de nuance, hein, donc je ne me mettrai pas complètement d'un côté ou complètement de l'autre. Ouais, c'est ce que je voudrais dire. Si on raisonne à l'échelle internationale, voire mondiale, donc statistiquement avec les grands nombres, ce qu'on constate, c'est que la rencontre de l'autre, dans le tourisme, elle existe, certes, mais ce n'est pas celle que l'on croit. Non, c'est pas l'autochtone. Et ce n'est pas celle qu'on nous vend, c'est-à-dire que ce n'est pas la rencontre avec l'autochtone, c'est la rencontre avec les autres touristes. Statistiquement, quand vous allez dans les lieux touristiques, vous avez toutes les chances de rencontrer les autres touristes et très peu de population locale. Il y a même des endroits où il faut vraiment les chercher avec une loupe pour arriver à les trouver. Donc c'est la réalité du tourisme d'aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est le système dans lequel nous sommes, ce sont ces très grands flux. Alors, il y a des situations qui sont fort sympathiques, mais elles sont, par rapport à ces flux, elles sont marginales. Et la logique du système, à l'heure actuelle, je crois qu'elle va vers un accroissement précisément de ces non-rencontres avec la population locale, qui est de plus en plus organisée. Quand on regarde les modes de fonctionnement des logements touristiques à l'heure actuelle, une bonne partie de ceux qui relèvent des locations touristiques temporaires, que ce soit Airbnb ou d'autres formules, bon, peu importe, on a quand même assez peu de chances de rencontrer la personne qui vous accueille, puisque tout simplement vous recevez par mail, une fois que vous avez payé le code pour entrer dans l'appartement ou dans la maison, et vous repartez, vous fermez la porte derrière vous et c'est terminé, vous n'avez vu personne. Enfin, en tout cas, vous n'avez vu personne de la société d'accueil. Et ça, c'est le système qui est dominant. Je donnais tout à l'heure comme exemple, y compris en Sicile, qui est une terre où il y a de la main-d'œuvre et du chômage, où j'ai vu il y a pas longtemps un système de ce type qui se présentait comme un bed and breakfast, et finalement, aucune possibilité de voir l'hébergeur. Et d'ailleurs, tout était organisé pour que l'hébergeur ne voit pas le client et que le client ne voit pas l'hébergeur. Et en même temps, ça fonctionnait extrêmement bien. C'est là la sophistication du système. C'est que ça fonctionne extrêmement bien sans qu'il y ait ce contact-là. Donc, à partir de là, je pense que bon nombre de touristes en accommodent tout à fait. D'autant plus que ça facilite parce que les touristes qui sont demandeurs de rencontrer l'autre, d'échanger, etc., surtout dans des cultures très différentes, c'est pas la majorité. Parce que il faut quand même avoir une certaine expérience du voyage, avoir un certain nombre de codes, pouvoir manier les langues, ou au moins la langue des signes ou des mains, je ne sais pas. Mais en tout cas,
arriver à provoquer un échange, la majorité des touristes est très déstabilisée par ça. Et d'ailleurs, certains, on le voit bien, il y a même des syndromes qui ont été identifiés, ne supportent pas ce type de situation. Donc pour ça qu'il faut nuancer le tableau, quoi. Et pour autant, je rajouterais que, c'est ce que je disais en préparant, à la fresque du tourisme, on demande aux gens, première question, ceux qui participent, pourquoi on voyage ? Et on leur fait écrire sur les post-it et on les lit à la fin. Et je vous spoil un peu l'atelier. Et en fait, on se rend compte que le premier post-it qui sort, c'est pour rencontrer les populations. Tout le monde dit voyager pour rencontrer les populations, mais dans les faits, effectivement, on en rencontre assez peu. Mais ça reste une des principales motivations du voyage plus lointain ou pas d'ailleurs. Ça peut être aussi pas très long. Donc, ce qui nous amène un peu à notre troisième partie où on questionne en fait ce système dans lequel on est. Monsieur Knafou, vous avez écrit un livre qui s'appelle Réinventer le tourisme, qui est apparu peu après la crise sanitaire. Aujourd'hui, ça veut dire quoi que ce système touristique dans lequel on est arrive à des limites qui sont observées et donc il faut réinventer. Pourquoi ce livre aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposiez à ce moment-là ? Alors, qu'on arrive à des limites, ça paraît évident, effectivement, les limites de la planète en termes de biodiversité, en termes de modification du climat, elles sont là, elles sont devant nous. Vous appartenez à une génération qui aura à vivre sur la planète avec au moins 2 degrés de plus, si ce n'est 3, et que ça va être pas facile, et que ça aura des effets induits sur aussi bien le quotidien que sur les déplacements touristiques, à l'évidence. Bon. Donc c'est ça les limites en face desquelles on est. Et face à ça, effectivement, on voit bien que la logique du système continue en ignorant complètement ses limites. Mais totalement, puisqu'il y a une distorsion totale entre les deux, finalement. On rappelait que après le Covid, c'est reparti plus fort qu'avant, que les avionneurs ont leurs commandes pleines, y compris Boeing. Surprenant. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, une compagnie chinoise vient encore d'en acheter plusieurs centaines. Donc, voilà. Donc, il y a là une distorsion totale entre ce qui serait souhaitable, voire nécessaire, et ce qui est en train de se faire. Donc, c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'ai commencé à réfléchir à des modalités permettant de mettre en pratique finalement les attentes que nous pouvons avoir les uns et les autres. Mais je ne vais pas en même temps anticiper trop sur la conclusion, donc peut-être que je me réserve pour tout à l'heure. Ce qui nous permet, Amélie, de rebondir. Aujourd'hui, finalement, qui peut agir ? Vous aviez proposé un TEDx sur réapprendre à voyager. Donc en tant que voyageur, déjà en tant qu'individu, est-ce qu'on peut avoir des actions concrètes qui nous mènent vers ce tourisme durable ? Qu'est-ce que vous entendiez, vous, par réapprendre à voyager ? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que réinterroger nos pratiques de fond en comble. Si on s'aperçoit qu'en fait on part chercher les inconnus et qu'on les rencontre pas, si on s'aperçoit que collectionner les voyages nous rend pas heureux, si on s'aperçoit que ce qu'on fait, prendre l'avion, ça dézingue la planète, il y a un moment on peut peut-être juste se poser 2 secondes et se dire en fait, même pour nous individuellement, puisque même si on veut pas avoir une conscience globale et se dire c'est pour la planète et que c'est impalpable, en fait pour nous, si ça nous rend pas heureux, si ça atteint pas nos objectifs, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, quoi, plus globalement. Et donc c'est faire preuve de créativité, comprendre quelles sont en fait ces contraintes-là, de bien les dessiner, de bien les comprendre, quels sont les enjeux, et de se dire ok, mais en fait il y a quand même moyen de s'éclater, même quand il fera un peu plus chaud, et de partir en Europe, de prendre le train. Moi, je me dis que les choses... Parfois, je suis un peu déprimée, je me dis, évolution des mentalités, faire bouger les imaginaires, c'est extrêmement long. Et puis, je me rappelle qu'en fait, on fait partie d'un système. Et vous en faites partie, vous faites partie du futur système économique qui va devoir créer des nouvelles choses. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport du Shift Project, qui est un think tank qui est mené par Jean Covici, et donc il y a Apprendre à voyager bas carbone, qui fait des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut pour accompagner que l'offre et la demande, pour que les usages changent? Il faut qu'il y ait des nouvelles offres, et c'est vous qui allez les construire demain. Donc revaloriser le train, des choses en Europe, etc. Donc, je vous invite à le lire. Mais à côté de ça, il y a ceux comme moi qui travaillent sur les imaginaires, il y a les journalistes qui sont formés en interne, il y a les ONG qui travaillent à faire du plaidoyer pour que l'avion soit taxé, qu'il coûte plus cher, et qu'on puisse mettre ses sous dans le train pour qu'on puisse tous voyager en train de manière accessible. Donc il faut se rappeler qu'on est quand même dans un système global, et ça m'aide à me dire qu'on avance doucement mais sûrement
Exactement. Donc en tant que voyageur, il y a des actions qui peuvent être mises en place. Qu'en est-il des socioprofessionnels ou des territoires, Caroline ? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Ça me faisait penser là, puisque tu parlais donc c'est le plan de transformation de l'économie française qui a été fait par le Shift Project et desquels ils ont extrait ce rapport sur le voyager bas carbone. Et notamment, il y a aussi ces idées, alors que nous, on s'y intéresse aussi en tant que professionnels, par exemple, de allonger les vacances ou de se dire, les vacances, on peut les imaginer sur 3 ans, par exemple. Et de se dire, on va prendre 3 mois d'un coup, au lieu de prendre 3 semaines, on va prendre 3 mois. Parce qu'on aura droit à tant de vacances sur tant d'années. Mais ce ne sera pas limité année par année, par exemple. Et ça permettra de pouvoir partir loin, mais par d'autres moyens, un peu décarbonés. Et plus longtemps. Hein, puisque dans le tourisme équitable et solidaire, on dit moins souvent, plus longtemps. Hein. On parle aussi du TTR, donc du temps de trajet responsable, dont tu as parlé, ou presque. C'est des entreprises qui maintenant donnent des jours de congé en plus si on voyage en train. Parce que le train c'est plus long et du coup on a 1 ou 2 jours en plus si on prend le train pour partir en vacances. Donc il y a des choses qui se font au-delà de la seule offre touristique qui bien sûr évolue. On a de plus en plus de tours opérateurs qui intègrent et qui développent des voyages en train en Europe, etc. Des gens qui étaient plutôt sur des voyages lointains jusqu'à maintenant. Je pense à Nomade notamment, à qui on a remis un trophée Horizon l'année dernière me semble-t-il, mais qui travaillent sur ces offres-là ou des offres plus lointaines. Le label Tourisme équitable, il impose sur des voyages long courrier, donc de plus de 5 heures, on avait décidé que c'était plus de 5 heures, de partir au moins 15 jours. On n'avait pas d'offre de moins de 15 jours à plus de 5 heures d'avion. Et quand on prenait l'avion, on n'avait pas d'offre de moins de 8 jours. Donc voilà, c'est aussi de se dire, partir moins souvent et plus longtemps, ça veut dire qu'on répartit l'intensité carbone du voyage sur un nombre de jours plus important, qu'on va faire moins de voyages, du coup on va partir moins, et que du coup notre impact va être plus important sur les économies locales. Puisqu'on va rester plus longtemps dans le pays. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Alors là, je vous invite à regarder le site d'ATD sur tourismedurable.org. Vous avez pas mal de bonnes pratiques de professionnels. Il y a des tas de choses. Il y a ceux qui gèrent les sites, ils vont travailler beaucoup sur les flux, donc d'un point de vue plus environnemental, limiter les consommations d'eau, d'énergie, limiter les déchets, etc. Mais après, dans la manière de construire les offres, il y a aussi ce ralentissement et pas faire 5 pays en 15 jours, en fait, et de proposer des choses nouvelles là-dessus. Ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, toutes ces initiatives-là peuvent paraître anecdotiques ou ponctuelles ou locales. Par contre, elles restent inspirantes et elles restent plutôt positives et à mettre en place. Mais le défi, il est de mesurer maintenant. C'est pour ça que je vous parlais de l'Observatoire du tourisme durable. C'est qu'aujourd'hui, il y a toutes ces initiatives, mais on ne sait pas bien ce qu'elles représentent en termes de volume. Et l'intérêt, nous, de travailler, on ne veut pas être qu'entre pionniers, ou entre pionniers un peu exigeants, parce que sinon, c'est très bien, on est inspirant, mais on ne touche pas le volume. Donc on ne fera pas baisser les émissions de CO2 du tourisme au niveau mondial, c'est bien ça l'enjeu. C'est qu'à un moment, il faut qu'on embarque avec nous les gros faiseurs. Donc on parlait des transports, mais ça veut dire aussi les grands groupes hôteliers, les grands groupes de tour operating, etc. C'est ceux-là qu'il faut embarquer. Et ce n'est pas les plus simples. Les croisiéristes, ça je ne parle même pas. Mais voilà, c'est ça, c'est de pouvoir... Et nous, on ne veut pas être un club d'initiés. Et on veut pouvoir accueillir d'autres gens. Ce n'est pas toujours facile de dialoguer. Je m'y colle de temps en temps, c'est pas facile. Mais il faut que tout cela, et je pense qu'ils prennent conscience progressivement de ces aspects-là, mais c'est pas facile de faire bouger les choses. Sauf que eux, quand ils prennent une décision et qu'ils font bouger même une petite chose, vu la taille des paquebots, ça fait une grosse différence. Ouais. Je voulais réagir en fait à ce qu'avait dit Rémi et du coup ça fait peut-être presque une ouverture et j'aimerais bien avoir votre avis vu que vous avez beaucoup d'antériorité sur un peu de prospective et de futur. C'est vrai vous avez dit vous allez vivre à 2, plus 3 degrés, ça sera compliqué et en fait on est quand même dans un monde incertain. Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de se projeter, c'est un peu flippant pour vous, désolé de le dire, mais sur des métiers et sur des pratiques touristiques, peut-être qu'en fait on aura peut-être autre chose à faire que du tourisme en fait et du loisir pendant nos vacances. Je sais pas, on aura peut-être des besoins il y aura plus d'agriculteurs ou beaucoup seront à la retraite. Je sais pas, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se disent bon je vais faire du woofing au lieu de partir en vacances. Est-ce qu'il pourrait y avoir comme ça, alors je sais pas comment on appelle ça, du tourisme d'intérêt général, du tourisme régénératif, du tourisme où on apprend de la compétence, en tout cas où on apprend apprenant, je sais pas comment vous appelez ça, un peu moins alors il y a un enjeu de distinction je crois aussi de se dire j'apprends, moi-même je passe un bac pro maraîchage et je me dis que je vais moins voyager à vélo mais que je vais faire du woofing et je trouve ça super. Est-ce que vous voyez un peu ça comme ça? Est-ce que au vu du contexte et des enjeux, on pourrait prendre plaisir, parce que moi je reste dans le prendre plaisir, à se dire mon loisir c'est cool, mais en fait aider, rendre service, apprendre, c'est aussi cool et en plus on en a besoin. Est-ce qu'il pourrait y avoir ça ou pas?
Certainement, je crois que ça fait partie des pistes, parce que Caroline l'a rappelé, il y a quand même beaucoup de rigidité dans le système. Les très gros acteurs qui œuvrent dans le système, c'est pas demain la veille qu'ils vont changer leur stratégie, parce que c'est comme ça qu'ils font leur activité, qu'ils font leur profit. Donc le système est très lourd et très, très rigide. En même temps, les signes d'espoir, c'est la multiplicité des initiatives telles que vous les évoquez. Alors, elles sont marginales à l'heure actuelle, mais des marges, plus des marges, plus des marges, ça va finir par faire du nombre. La seule difficulté, c'est le pas de temps. Ouais. C'est-à-dire que c'est trop lent par rapport à nos besoins. Ça, c'est sûr, de toute façon, c'est pour ça qu'on est à peu près sûr d'être au-delà des 2 degrés ou des 2,5 degrés. C'est parce que ces transformations se font trop lentement. Moi, je suis persuadé qu'à long terme, elles se feront, mais en particulier par la prise de conscience des touristes eux-mêmes. J'y crois beaucoup, mais c'est une prise de conscience, enfin, avec les résultats liés, qui va demander beaucoup de temps. En même temps, je trouve très réconfortant le discours que vous tenez, en particulier de rappeler que ne pas faire tel type de voyage et privilégier un voyage plus proche, c'est pas un renoncement, il y a une dimension positive. Je trouve que ça, c'est un discours qui est très remarquable et qui devrait être davantage développé, puisque il ne s'agit pas non plus de culpabiliser les touristes. Je ne fais pas partie de ceux, tout en ayant une vision critique sur la manière dont fonctionne notre système, vous l'avez compris, mais je ne dis pas qu'il suffirait, parce que nous n'avons pas de baguette magique, de dire que le tourisme c'est pas bien, il faut qu'on s'arrête, parce que ça serait un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert strictement à rien, puisque le système est fait à la fois pour nous proposer des choses, pour nous inciter de plus en plus à les consommer. C'est comme ça que tourne le système. Et quand je dis le système, c'est pas simplement les offres des voyagistes, mais c'est les destinations, c'est les hébergeurs, enfin tout le monde est partie liée dans cet ensemble-là. Mais il y a quand même des possibilités de commencer à se désengager de ces rouages qui paraissent implacables. Et c'est pour ça que j'ai aussi un petit peu développé. Dans vos recherches, vous parlez justement de tourisme réflexif. Est-ce que c'est cette idée-là de repenser différemment, d'avoir un autre chemin ? Alors c'est cette idée-là, effectivement, qui est venue de mon expérience dans un champ différent qui est le domaine de la mémoire, puisque au Camp des Milles à Aix-en-Provence, qui est un lieu de mémoire, puisque c'est un lieu d'internement entre 1939 et 1942, qui a été un des maillons de la Shoah aussi, puisque des Juifs qui ont été raflés à Aix-en-Provence ou à Marseille ont été envoyés ensuite vers Drancy et vers Auschwitz. Et l'originalité de ce lieu de mémoire, c'est que dans tous les lieux de mémoire, il y a un volet historique qui rappelle l'histoire générale, il y a un volet de mémoire, ce qui s'est passé dans le lieu et ce qu'on peut en trouver encore comme reliquat. Et l'originalité, c'est d'avoir ajouté un volet réflexif, c'est-à-dire que profiter de l'émotion qui est permise par le fait de se trouver dans ces lieux, de comprendre ce qui s'y est passé, comment dans une usine, puisque c'était une usine qui a été réquisitionnée, on a interné plus de 2000 personnes et dans des conditions effroyables, sans savoir ce qui allait leur arriver, etc. Donc à partir de l'émotion provoquée par la visite du lieu, de permettre aux visiteurs d'en tirer quelques enseignements, de réfléchir, parce qu'on l'aide à réfléchir à travers ce qu'on appelle un volet réflexif, c'est-à-dire aux rouages qui font qu'en partant d'une situation banale, on en arrive à une situation non banale, extraordinaire, une situation de barbarie, par des étapes différentes, sachant qu'à chaque seuil, il y a eu des possibilités de résister. Et donc, ce sont ces engrenages permettant de passer d'une situation banale à une situation extraordinaire qui alimentent le volet réflexif. C'est ce qui a ensuite, puisque j'avais été chef de projet dans ce futur mémorial, quand je suis revenu à ma compétence tourisme, j'ai fait le lien entre les deux et je me suis dit qu'il était intéressant, voire probablement nécessaire, de se servir de la capacité que nous avons tous de nous questionner. Et parce que la curiosité fait partie de l'humain.
nous sommes curieux des situations qui peuvent se présenter à nous, qu'il faut pouvoir aider à ce que ces questionnements émergent, parce que l'enjeu que je vois, c'est pas tant la prise de conscience, parce que je pense que vous tous ici, vous avez conscience que le demain ne sera pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, y compris du point de vue de l'habitabilité de la planète. Mais une fois que vous avez cette prise de conscience, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est d'en arriver à partir de là, à basculer vers un changement des pratiques. Or ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que vous appartenez à une génération qui à la fois est confrontée à ces données, mais en même temps a trouvé dans sa corbeille de naissance, si vous en avez financièrement les moyens, de pouvoir voyager facilement, y compris en avion, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Donc, du coup, on en arrive à une situation qui peut paraître paradoxale, mais que ce sont les jeunes qui sont les plus convaincus de l'existence de ce changement climatique, qui même parfois vont vers des situations d'éco-anxiété, et en même temps ce sont ceux qui prennent le plus l'avion, plus que leurs parents. Donc ça c'est un paradoxe, et donc on voit bien que la difficulté n'est pas la prise de conscience, mais qu'à partir de la prise de conscience, de capitaliser sur cette prise de conscience par des questionnements, par des cheminements que le tourisme affectif peut favoriser pour aller vers un changement des pratiques, parce que la solution réside dans le changement des pratiques. Merci beaucoup. On arrive à l'issue de cette table ronde. Peut-être un dernier mot pour conclure en revenant sur le titre de cette table ronde. On parlait d'imaginaire et de réalité du tourisme durable. Aujourd'hui, est-ce que ces mots vous évoquent quelque chose, peut-être pour pouvoir terminer cette table ronde? Je sais pas qui. J'ai pas qu'un mot, moi. Ah, ou deux, trois. Oui, 2-3 mots. Alors pour rebondir sur les imaginaires, justement, c'est la thématique qu'on a choisie pour nos universités du tourisme durable cette année à Bordeaux, 4-5 novembre, les nouveaux récits dans le tourisme. Et c'est Cyril Dion, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui fera la conférence d'ouverture justement pour nous mettre en forme pour travailler sur ces nouveaux imaginaires et comment on peut rendre le tourisme désirable et comment on peut avoir cette feuille blanche et innover et que ce soit quelque chose de positif. Notre chance dans tout ça, pour ma conclusion, ce serait de se dire, et on le sait par beaucoup d'études, que les gens ne sont pas prêts à renoncer à leurs vacances. Ils sont prêts à renoncer à plein de choses, à se racheter des nouvelles fringues, à changer de chaudière, etc. Mais ils ne sont pas prêts à renoncer à leurs vacances. Parce que leurs vacances, c'est un moment, c'est sacré en fait. Mais c'est pas tant de partir loin qui est sacré, c'est d'avoir un moment qui les déconnecte de leur quotidien, où ils se retrouvent peut-être entre eux en cellule familiale, ou avec des amis, où ils se font des souvenirs ensemble, et quelque chose qui est un peu plus léger que leur quotidien et que la vie quotidienne globalement qui est quand même assez pesante. Donc ça, c'est une chance pour nous dans le tourisme, et je voulais être quand même positive vis-à-vis de vous qui allez être des professionnels du tourisme, c'est que pour l'instant, on a encore cette chance-là. Ce que je voulais dire aussi, on parlait de sensibilisation et de changer les habitudes des gens, c'est que je pense que la sensibilisation est extrêmement importante et que je continuerai avec mon bâton de pèlerin à les sensibiliser. Par contre, je pense qu'à un moment, parfois j'ai l'impression qu'on a un plafond de verre et qu'à un moment c'est la législation et la coercition qui fera vraiment changer la grande majorité des gens. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre des règles, malheureusement, on en viendra là. Et donc tout l'enjeu, ça va être de les anticiper. Et nous, en tant que professionnels du tourisme, ces règles-là, elles vont nous impacter. On a eu plusieurs lois, la loi sur l'économie circulaire, la loi climat et résilience, la loi sur les mobilités. Donc il y en a plein des lois, la loi zéro artificialisation nette. Tout ça, c'est pas des lois touristiques, mais ça s'impose à nous. Donc nous, notre rôle, ça va être d'anticiper ces lois-là et de faire en sorte de poursuivre une activité économique en intégrant ce futur-là. Et en donnant envie aux gens de partir avec nous. Et puis les deux derniers points que je voulais dire, tout à l'heure en venant, j'ai entendu une émission La Terre au carré sur France Inter, et j'aimais bien parce que vous parliez d'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, en fait, ça rend la personne qui est éco-anxieuse un peu responsable, comme si c'était elle qui n'était pas normale et qui vivait mal les choses. Et il parlait plutôt d'éco-lucidité, ça me plaisait beaucoup. Et parce que du coup, ça retournait le truc et ça disait que c'était plutôt ceux qui n'étaient pas conscients de la situation actuelle qui avaient besoin d'un psy et pas ceux qui sont éco-anxieux. Ça m'a bien plu, je vous le pose là parce que ça me plaisait bien cette éco-lucidité. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que je pense que
on a quand même un grand pouvoir en tant que consommateur de tourisme et je pense que globalement le public a un grand pouvoir et c'est pas moi qui le disais, c'est Marie-Monique Robin il y a pas mal d'années qui disait qu'en fait notre grand pouvoir résidait dans ce monde mercantile, dans notre carte de crédit et qu'à un moment c'est aux gens aussi à se dire moi je veux plus de ce monde-là donc je n'achète plus ce type de voyage-là ou je n'achète plus ce produit-là. Elle faisait le lien avec Coca et elle disait que si tout le monde arrêtait d'acheter du Coca pendant une journée, la boîte s'effondrerait. Donc il y a un vrai pouvoir aussi du consommateur d'agir sur ce que sera demain. Voilà, c'est là-dessus que je voulais conclure. Pour ma part. Amélie, quelques réactions, quelques mots pour terminer? Imaginaire et réalité, tourisme durable, je ne sais pas si c'est une réalité, c'est en cours. Imaginaire, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, on entend beaucoup travailler sur les imaginaires, mais en fait ce qu'il s'agit de faire, c'est de changer les normes sociales. En fait, on n'est pas libre. Hein. Si on va tous pour notre lune de miel aux Seychelles, c'est parce qu'en fait, il y a une norme sociale qui nous dit que pour la lune de miel, on doit forcément partir sur une île avec la mer turquoise, parce que c'est la publicité, parce que c'est les médias, etc. Et c'est ça aussi, en tout cas, il y a une bataille culturelle. En fait, le climat, c'est aussi une bataille culturelle. Et évidemment, il y a aussi une bataille économique avec des acteurs dont vous faites partie. Je voulais juste préciser ça. Moi aussi, évidemment, je crois plutôt aux politiques publiques et à la crise. Je ne crois pas. C'est bien qu'il y ait des prises de conscience. Il va y avoir des changements et il faut l'accompagner pour que les gens ne soient pas crispés quand il va y avoir des changements. Mais je pense qu'on va tous s'y mettre un petit peu, soit parce qu'on n'aura pas le choix, soit parce qu'on aura réussi, et on dira merci aux militants, d'avoir fait passer des lois en fait, pour encadrer et nous contraindre un tout petit peu à aller plus avant. Et enfin, je sais que la période, je ne sais pas comment vous vivez ça, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal de jeunes qui sont quand même un peu éco-anxieux et c'est compliqué, mais en fait, vous n'avez pas trop le choix et on a une époque quand même où il faut tout réinventer. Moi, je trouve ça assez stimulant. Je suis tantôt désabusée, tantôt quand même très motivée pour faire bouger ça, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut tout réinventer, parce qu'il faut faire bouger nos parents, parce qu'il faut faire bouger l'économie, et on y est quoi, on est là. Donc vous êtes dans le game, et vous avez réellement du pouvoir, vraiment. Éric Nafo, quelques mots pour terminer? Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, Amélie, mais je crois modérément quand même si c'est très nécessaire, à l'action des pouvoirs publics qui mettra des contraintes. Mais les mécanismes économiques sont têtus. Et par exemple, si l'avion low cost, qui d'ailleurs n'est pas si low cost que ça, parce que ça a beaucoup augmenté depuis le Covid, mais enfin il est quand même moins cher que le train en moyenne. Si l'avion low cost est low cost, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de taxation à l'international du kérosène, ce qui est un pur scandale. L'essence que vous utilisez dans votre voiture, si vous prenez une voiture, ou même l'électricité, enfin peu importe, tout ça est taxé, pas le kérosène. Bon, donc c'est une petite parenthèse. Et pour terminer sur une note d'espoir, j'utilise beaucoup la notion de transition juste pour parler de ce qui nous attend. Et la transition juste, elle repose sur deux pieds. D'une part, la décarbonation dont on a beaucoup parlé, qui est absolument indispensable, et d'autre part, la démocratisation. Et ça, c'est un élément d'espoir, parce que nous sommes dans une société où il y a 60% des Français qui partent en vacances. Et on est en décalage par rapport à beaucoup de pays voisins, notamment de l'Europe du Nord, où les taux de départ sont entre 70 et 80%. Autrement dit, il y a une marge de progression, et je fais partie de ceux qui pensent que conjuguer la démocratisation et la décarbonation, c'est possible. Merci beaucoup Amélie Delhoff, Caroline Mignon, Rémi Knafou. C'est un honneur de vous avoir eu ce soir pour pouvoir parler et débattre autour de ce tourisme durable. Vous pouvez les applaudir, vous pouvez les remercier. Il nous reste 5 minutes pour des questions, si quelqu'un a des questions ou souhaite les partager. Oui. Vous avez parlé de marronnier médiatique. Une question sur la notion de marronnier médiatique. J'ai pas entendu marronnier médiatique. À propos du surtourisme. Oui, c'était juste, qu'est-ce que veut dire marronnier ou c'était juste des réponses que si on pose la question. Oui, c'est un terme média, effectivement, qu'on n'aborde pas forcément. Aujourd'hui, un marronnier, qu'est-ce qu'il représente? Et effectivement, pourquoi il y a cette surmédiatisation du terme surtourisme? Et est-ce qu'il y a d'autres termes?
Un marronnier médiatique, c'est quelque chose qui revient régulièrement, comme ça, dans la presse, un peu de manière systématique, sans bien réfléchir. Donc, c'est l'été, on ne sait pas, bah tiens, on va parler du surtourisme, il n'y a pas de réflexion autour de ça. Pourquoi c'est surmédiatisé? J'ai du mal à savoir. Juste, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que j'ai noté quand même qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes voyage et tourisme dans les grandes rédactions, à part le Figaro, le Monde et tout, qui ont les moyens d'avoir une personne dédiée. Mais du coup, c'est un sujet on prend un journaliste qui est un peu transverse et qui, l'été venu, va traiter les sujets, donc il ne veille pas, il ne fait pas de la veille sur ces sujets, il n'a pas une connaissance très approfondie des actualités, etc. Et donc on tombe un peu sur la facilité, et parce qu'on est dans des rédactions, il faut produire des papiers, etc. Donc c'est mon hypothèse. Mais... C'est un des facteurs explicatifs, effectivement. Bon, il y en a d'autres, si ça vous intéresse. J'ai publié, c'est facilement accessible en ligne à la Fondation Jean Jaurès, c'était en septembre 2023, si je me souviens bien, une note qui est intitulée « La surmédiatisation du surtourisme ». Voilà. Ce qu'elle nous dit du tourisme et de ceux qui en parlent. Voilà, donc les choses sont claires. Donc il y a une question autour des indicateurs. Quelle échelle? Est-ce que c'est une échelle nationale ou plutôt européenne ou autre? Et finalement, aujourd'hui, quelles actions peuvent être mises en place, notamment par ATD, pour accompagner ces changements et ces transitions? Ouais. Alors sur les indicateurs, là on parle à l'échelle française puisqu'on travaille avec Atout France. Néanmoins, on travaille et on regarde ce qui se fait à l'étranger et on s'inspire puisque Atout France, qui est notre partenaire là-dessus et qui est en charge beaucoup de ce dossier-là, participe à des conglomérats européens en fait sur ces questions-là, et du coup on s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs. Et pour la question, alors moi je l'ai compris un peu différemment, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces congés pour aider, faire changer les choses. Alors je vais faire juste un petit warning, même un gros comme ça, sur un touriste il n'est pas fait pour aider dans une destination. Un touriste il est fait pour découvrir une destination. Il est fait pour éventuellement rencontrer les habitants s'il les trouve, découvrir des paysages, s'enrichir de tout ça et de ce moment de ressourcement qu'il a. Mais attention, pendant 7 ans à la tête de l'ATES, on a fait des gros warnings sur le tourisme humanitaire. Alors je fais un warning là-dessus. En tant que touriste, on n'est pas formé pour aller s'occuper dans des écoles, dans des dispensaires, etc. Ce n'est pas notre job. C'est le job d'ONG, dont c'est le métier, qui sont formés pour, des gens qui restent 6 mois sur place. Nous, on a vu des choses dans des écoles, notamment, où les pauvres gamins, alors c'était au Bénin, je crois, ou je ne sais plus dans quel pays d'Afrique de l'Ouest, où les gamins, toutes les semaines, ils apprenaient Frère Jacques, en fait. Parce qu'il y avait une touriste qui arrivait de France et qui leur a dit « Bon, on va apprendre Frère Jacques aujourd'hui ». Bon, ça ne sert pas à grand-chose, ça fait plaisir aux touristes qui se sentent un petit peu utiles alors qu'ils ne l'est pas vraiment. On a vu au Cambodge aussi des touristes qui venaient et qui repeignaient l'orphelinat, mais il était repeint toutes les semaines, du coup, l'orphelinat. Hein, parce qu'on vendait des voyages humanitaires aux gens, mais en fait, qui avaient assez peu d'intérêt. Donc, méfiez-vous beaucoup parce que les jeunes sont des vraies cibles pour ces voyagistes-là qui sont assez peu scrupuleux. Hein. Sachez qu'il y a assez peu d'argent dans ces voyages-là qui restent sur le territoire de destination. Donc soyez très vigilants là-dessus. Par contre, un touriste, pendant ses vacances, il peut utiliser ce temps-là, qui est un peu libéré, où il est un peu libéré de ses contraintes, pour se dire « je peux essayer de vivre autrement, je peux essayer d'aller quelques jours bivouaquer et tester les toilettes sèches, vivre plus lentement, consommer différemment, et peut-être que ce que j'aurais testé, ça va me plaire, et peut-être qu'au moins en partie, je vais le ramener dans mon quotidien. » Là, ce sera des vacances utiles. Et après, on peut apprendre aussi des choses, aller auprès de tel ou tel métier, aller découvrir un tanneur, je ne sais pas moi, un agriculteur, un éleveur, un apiculteur, et apprendre des choses pendant ces vacances. Ça, c'est toujours très utile de s'enrichir de tout ça. Très bien, on peut les applaudir de nouveau. Merci beaucoup.